Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en fin de compte, plutôt ma première vidéo. Je sais pas si je vais sortir celle de Romulus avant ou après, ou si je vais la sortir du tout d'ailleurs, la vidéo sur Romulus. Je ne sais pas, mais bon, bref. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi, ça va plutôt pas mal. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour non pas une vidéo de réaction, mais plutôt d'analyse d'image du trailer de Beetlejuice, donc Beetlejuice 2. Juste d'ailleurs, par ailleurs, le titre, je le trouve vraiment très sympathique et il est vraiment en lien en fait avec l'histoire parce que du coup pour ceux qui n'auraient pas vu Beetlejuice, bon moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc excusez-moi, je vais peut-être sortir des références qui sont un petit peu fausses, mais pour ceux qui n'ont pas vu du coup le premier Beetlejuice qui date des années 90 je crois, donc réalisé par le fameux, le seul et le quasiment, je dis bien aujourd'hui, quasiment unique Tim Burton. Du coup, et ben en fait les personnages devaient pour comment dire, pour rappeler Beetlejuice, il devait dire 3 fois son prénom, et là, du coup, le fait que ce soit le second film et qu'on dise 2 fois Beetlejuice, je trouve ça vraiment sympa comme idée. Pour le coup, c'est beaucoup plus original que juste dire Beetlejuice 2, donc vraiment, le titre, je le trouve vraiment très sympathique pour le coup. Donc, c'est déjà une bonne entrée en matière, on va dire, mais on va voir si les images du film sont autant intéressantes que le titre, et vous allez voir que moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, bref, donc faut savoir que moi, je suis pas un expert total en cinéma, ni d'ailleurs, surtout dans le cinéma de Tim Burton que je connais assez peu finalement. Et puis je suis pas un gros fan de Tim Burton, mais je dois avouer qu'il fait quand même enfin, qu'il faisait des bons films. Aujourd'hui, c'est dur à dire. Bref. Du coup, avant de commencer cette petite vidéo, donc du coup, je vais faire une analyse d'image. Normalement, je vais retourner l'image, ce qui va faire que vous verrez à l'envers, mais bon, ce serait pour éviter, je sais pas comment ça se passe sur YouTube, s'il y a des bans ou quoi, des trucs comme ça, mais bon, bref. Du coup, voilà, on va essayer d'être plutôt rapide dans l'analyse et puis on va voir en fait ce qu'on peut trouver ou pas. S'il y a vraiment des choses intéressantes, je m'attarderai dessus et s'il y a des choses pas forcément intéressantes, ben, je sauterai un peu. Voilà. Pour moi, s'il y a des plans qui sont un peu basiques ou tout simplement des plans où je trouve rien à dire, ben, je dirai pas grand chose. Donc, encore une fois, le trailer, je l'ai déjà vu. Et pour vous donner un petit peu mon avis à chaud, je trouve que ça m'a pas du tout donné envie de voir ce film. Et donc on va voir un petit peu ça au cours de la vidéo. Donc cette vidéo n'est pas du tout scriptée, voilà, je fais ça un petit peu au feeling, donc on va voir ce que je peux essayer de raconter là-dessus. Sachant que la vidéo, je l'ai déjà tournée une fois, mais en fait, elle s'est arrêtée au bout de 15 minutes, donc en fait, j'avais fait toute la suite sans me rendre compte que ça s'était arrêté. Enfin, j'étais pas au courant que ça s'arrêtait au bout de 15 minutes, donc là, j'ai changé de logiciel pour record le truc parce que je suis pas sous Windows, je suis ni sous Mac, je suis sous un truc un peu pété, là, pas de carte belle ou je sais pas quoi. Bon, bref, c'est comme un téléphone, quoi, c'est un peu. Voilà. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc, du coup, voilà, ben, et d'ailleurs, j'aime pas trop la webcam en rond, mais bon, ouais, c'est pas grave. En même temps, c'est pour voir ma tête. Pas grave, je préfère le format un peu carré, voilà, c'est un peu plus cinématographique, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est parti pour ce trailer de Beetlejuice. Let's go. Alors, on va enlever les sous-titres et on va. Ouais, j'ai déjà mis en 0,75, voilà. Alors, du coup, le logo. Le logo qui, lui. D'ailleurs, on va baisser un peu la qualité, je suis désolé, mais on va mettre du. Ouais, parce que là, je suis en 1080 machin, on va mettre du 720p, faut pas déconner. Voilà. Alors, le logo qui, lui, du coup, est en violet. Donc, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il est quasiment en noir et blanc. Pour moi, c'est une forme de noir et blanc, c'est du noir et blanc coloré en violet. Au début, je pensais que c'était du bleu. C'est ouais, du bleu-violet. Franchement, si on remarque au début de prime abord, on penserait avoir du bleu un peu. Mais la vérité, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu bleu-violet. Et on va voir que, enfin, moi, je trouve que, du coup, enfin, non, c'est pas je trouve, c'est comme ça, c'est des faits. C'est une couleur qui est vachement rattachée à Jenna Ortega dans le film. En tout cas, elle a plusieurs habits, on va le voir un petit peu plus tard, qui sont violets. Donc, je suppose que c'est une couleur qui se rattache à Jenna Ortega. Euh, du coup, voilà, donc en fait, comme on va suivre la fille de, je crois qu'elle s'appelle Olga, je suis pas sûr, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage que jouait Winona Ryder dans le premier Beetlejuice, mais du coup, Jenna Ortega va jouer sa fille, et donc je suppose que voilà, le logo présente du coup les couleurs un petit peu caractéristiques, vous allez voir pourquoi je mets les guillemets, caractéristiques de ce personnage. Bon, limite, j'aurais trouvé ça intéressant que le logo soit juste vraiment en noir et blanc, en fait, je trouve que ça aurait été un peu plus sympa et ça aurait été mais ça aurait fait plus morbide parce que là on dirait juste que le truc est complètement pété au niveau de l'étalonnage. Voilà, on a l'impression, vous savez, quand vous essayez de faire des nuits américaines, mais que c'est juste dégueulasse et que vous avez un rendu tout bleu, tout flat, ben ça ressemble un peu à ça. Donc en fait, finalement, c'est pas très joli. Et puis je sais même pas si ça va se retrouver dans le vrai film en fait, parce que ça se trouve là, c'est juste pour la bande annonce qu'ils ont mis ça.
Mais bon, en tout cas, voilà, les couleurs sont pas forcément très, très jolies. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais le violet, c'est une couleur qui est, complémentaire et quelque part un petit peu antagoniste avec le vert. Le vert qui lui représente Beetlejuice, voilà, qui est complètement vert. D'ailleurs, on va voir les logos sont en vert aussi et tout. Beetlejuice, sa couleur c'est le vert, quoi. Donc, notamment parce qu'il a les cheveux verts et tout, machin. Et puis il est associé à la couleur verte, on va même le voir un petit peu plus tard dans le trailer. Et puis de toute façon, pour ceux qui ont déjà vu Beetlejuice, vous êtes au courant que voilà, ce personnage est associé à la couleur verte, donc ça peut être intéressant finalement que les deux personnages soient opposés de par leur couleur, mais en même temps complémentaires, parce que ce sont des couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui s'associent bien, qui vont bien ensemble, parce qu'en fait, l'une est le négatif de l'autre, je crois, un truc comme ça. Chromatiquement parlant, bon, je m'y connais pas trop, parce que c'est de la physique, là, hein, mais au fond, c'est un peu ça, quoi, je crois. Un peu comme le noir est l'inverse du blanc, voilà. Bon, dites-moi si je me trompe, mais bon, c'est à peu près ça que j'ai en tête. Mais bon, en fait, voilà, limite, du coup, ce qui peut être assez intéressant, c'est que du coup, voilà, ça fait penser un petit peu à du noir et blanc. Ce qui pourrait faire penser un petit peu au premier court-métrage de Tim Burton qui était en noir et blanc, je pense notamment à Frankenweenie, parce qu'il avait d'abord fait un court-métrage Frankenweenie qui était en live action et qui n'était pas en stop motion pour le coup. Et je me demande, attendez, je sais, putain, pardon, excusez-moi, je sais plus si le Frankenweenie, du coup, si, le Frankenweenie en stop motion est aussi en noir et blanc, donc bon. Mais je parle du noir et blanc parce que ça fait quand même partie de la patte visuelle un petit peu, en tout cas l'ancienne patte visuelle de Tim Burton, qui a un style graphique très gothique. Et puis il vient du dessin, donc en fait il dessinait en noir et blanc, et je suppose que du coup le fait de faire des films en noir et blanc, c'était une manière pour lui de faire référence à ses dessins qui étaient en noir et blanc, notamment parce qu'il voyait les choses de manière très morbide et très sombre. Voilà, donc la deuxième chose c'est pour assombrir l'image et donc pour représenter de manière physique la psychologie sombre des personnages, parce qu'il fait souvent des personnages dépressifs, faut être honnête, ou du moins qui ont l'air voilà, pas forcément heureux, on va dire. Pas forcément dépressifs, mais des personnages qui n'ont pas l'air heureux, en tout cas qu'on nous présente comme étant pas forcément heureux. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, Tim Burton, c'était un fan de films de monstres des années 50, des trucs comme ça. Donc en fait, à l'époque, les films étaient en noir et blanc, et donc ça faisait partie du cachet visuel. Donc en fait, il a réutilisé ce parti pris esthétique. Mais bon, bref. Du coup, voilà, j'aurais peut-être préféré que ça soit complètement en noir et blanc. Je trouve que finalement, ça aurait été un petit peu plus intéressant parce que là, du coup, c'est une sorte de noir et blanc, mais qui est juste faussement étalonné. Bon, il y avait des films qui étaient étalonnés comme ça aussi à l'époque. Hein. C'était noir et blanc, mais on peignait de la couleur par-dessus la pellicule. Et donc, du coup, des fois, il y avait des scènes un petit peu comme ça qui étaient totalement bleues. D'ailleurs, ça me fait penser au. Je viens de repenser au le second trailer de Mad Max, qu'est-ce que raconte pas Mad Max Fury Road, Furiosa, du coup, Mad Max Story, je crois que c'est comme ça s'appelle. Bon, Furiosa de George Miller, du coup, qui pareil a un petit peu le même type d'étalonnage, mais cette fois c'est dans le désert, et pour le coup là c'est voulu que ce soit totalement cheap, et que ça fasse vraiment une nuit américaine totalement pétée, mais il y avait déjà ça dans le premier, enfin dans le Mad Max Fury Road. Mais bon, c'est quand même voulu voilà, par les réalisateurs que ce soit totalement cheap. Mais bon, bref, bon, du coup, voilà, moi personnellement, c'est un petit peu étrange, je trouve, mais bon. Surtout qu'on va voir que le film n'est. Limite, c'est quasiment le plan le plus sombre du film. Hein. Bon, j'exagère, mais en tout cas, on est sur des couleurs monochromatiques, ce qui, voilà, encore une fois, ça s'apparente un petit peu à du noir et blanc, mais bon. Voilà, personnellement, moi j'aurais préféré que ce soit totalement en noir et blanc, je trouve que ça aurait été un petit peu plus intéressant, même si encore une fois, Tim Burton c'est un artiste, c'est une personne et les gens ils changent, donc ils changent de personnalité, donc forcément c'est normal que son art change aussi. Donc peut-être que finalement je vais faire des références un petit peu idiotes par rapport à son cinéma, et peut-être que je vais faire des réflexions un petit peu idiotes sur ce trailer, parce que peut-être que Tim Burton a tourné la page et fait totalement autre chose de ce qu'il a fait avant. Voilà, c'est comme M. Night Shyamalan, finalement, il change beaucoup de style aussi, parce que c'est quelqu'un qui évolue, quoi. Donc, bon, bref. De toute façon, encore une fois, ce trailer, enfin, l'analyse que je vais donner sur ce trailer, c'est que mon avis, hein, voilà, il n'y a rien de. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Encore une fois, c'est subjectif, même si je ne vais pas le répéter à chaque vidéo parce que c'est une chaîne d'analyse, donc forcément que c'est subjectif, ça vient de moi. Je ne dis pas la vérité pure, je dis simplement ce que je pense. Donc bref, on va se lancer parce que là on est qu'au logo et je sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne. J'espère que ça va pas s'arrêter au bout d'un quart d'heure, sinon je suis. Mais voilà. Ok, donc voilà, voilà. Donc le plan, ensuite on passe à un fondu en noir, le plan s'assombrit. Ça pour le coup c'est intéressant parce que du coup je vais très loin aussi parce que c'est normal d'avoir un fondu au noir dans un trailer. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, généralement, on utilise ce type d'effet de montage afin de relater généralement soit d'une éclipse,
soit de la mort d'un personnage, vous savez, quand vous fermez les yeux, il y a quelque chose d'assez sombre, voilà, l'écran est complètement submergé de noir, donc ça peut plus ou moins faire référence au fait de mourir. Et on sait que dans Beetlejuice, c'est un thème qui est très important, la mort, du coup, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, on suit des personnages après la mort, des fantômes qui essayent de se rendre effrayants, et c'est ce qui était intéressant d'ailleurs dans Beetlejuice, mais ils essayaient d'hanter leur propre maison afin d'éviter que des propriétaires rentrent à l'intérieur. Bon, et du coup, là, voilà, peut-être qu'à travers le logo, bon, là, c'est complètement de la suranalyse parce que c'est sûr que c'était pas forcément réfléchi, mais bon, voilà. Euh, donc peut-être qu'il y a une référence par rapport à ça, mais clairement, c'est un peu suranalysé, je vais être honnête avec vous. Alors ensuite, on a le first shot, du coup, qui est un plan assez classique. C'est un plan d'exposition, voilà, complètement large, qui nous présente clairement le décor du film, donc une espèce de ville un petit peu campagnarde, comme il y avait dans le premier film finalement, parce qu'en fait, on va voir que c'est la même ville. Et d'ailleurs, j'ai quelques petites critiques à faire par rapport à ça, mais bon, on va en venir plus tard. Mais donc, du coup, là, plan d'exposition très large. On a une très très grande profondeur de champ. Je suppose que c'est un grand angle, du coup, filmé en drone. À l'époque, ça aurait été filmé avec un hélicoptère, mais bon, là, aujourd'hui, c'est des drones. Moi, il y a quelque chose qui me choque par rapport à ce plan. Donc, oui, c'est un plan d'exposition parce qu'il nous présente, voilà, de manière assez générale et globale dans bah, l'espace et le décor dans lequel va se dérouler le film. Voilà, on pose le décor. Il faisait exactement la même chose, Tim Burton, je suppose que ça va être un des premiers plans du film, mais il faisait exactement la même chose dans Dark Shadows. Pareil, voilà, son film commençait sur des plans très larges, sur des espaces très vastes, notamment sur le train de Johnny Depp qui arrivait, je sais plus trop où, dans Transylvanie ou des trucs comme ça. Donc voilà, il nous présente le décor de manière assez simpliste. Et il fait souvent des plans larges comme ça. Il en faisait aussi dans le premier Beetlejuice. Il en faisait sur la maquette et c'était assez intéressant parce que je crois qu'il y avait justement un jeu de trompe-l'œil entre la maquette et la ville. C'est-à-dire qu'il me semble que je sais plus, je me rappelle plus trop. Là, je suis désolé, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de vachement intéressant. En fait, il faisait vraiment semblant de nous faire un plan d'exposition, mais ensuite, en fait, on se rendait compte que c'était une maquette et qu'en fait, du coup, c'était pas un plan d'exposition. Enfin, que c'était pas du coup un plan, ouais, c'était pas un plan large, du coup, c'était un plan vachement resserré sur une maquette. Mais il me semble, je suis pas sûr parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, peut-être que enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, peut-être que je raconte des conneries là. Mais il me semble que le plan continuait jusqu'à la maison. Et ensuite, je crois qu'il y avait un fondu enchaîné sur la véritable maison, parce qu'en fait, il y avait une reproduction de la maison des personnages, mais du coup en miniature. Et il me semble qu'il y avait un fondu enchaîné entre les deux ou un truc comme ça. Peut-être que je me trompe là, ça se trouve, je raconte vraiment n'importe quoi. Mais bon, il y avait quelque chose de vachement intéressant. Voilà, il y avait un lien en fait un lien plastique en fait. Ouais, il faisait un lien plastique en fait entre la vraie maquette et la vraie ville. Et c'était un petit peu aussi, enfin, ça racontait finalement, ce plan racontait un petit peu tout le scénario de Beetlejuice, parce que finalement, Beetlejuice, le personnage de Beetlejuice joué par Michael Keaton, qui vient de la maquette, sort de la maquette et vient dans le vrai monde, en fait. Et donc, le fait que, voilà, il commençait il me semble, hein, ça se trouve, je raconte des conneries encore une fois, mais le fait qu'il commençait le film sur la maquette et qu'ensuite on arrivait dans le vrai monde avec cette vraie maison, ça présentait en fait la transition entre les deux mondes qu'allait faire Beetlejuice, le personnage éponyme du film. Du coup, bref, ça se trouve, j'ai raconté des conneries, encore une fois, je crois que ça fait 3 fois que je le dis. Mais bon, moi, il y a quelque chose qui me perturbe par rapport à ce plan-là. Donc, en vrai, c'est un plan assez classique, voilà, un plan drone. C'est un travelling, donc c'est un travelling, j'allais dire latéral, non, dans la profondeur, du coup, un travelling avant, tout simplement, mais qui est quand même ascendant. On peut voir que le plan monte vers le haut. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que, bon, moi, il y a quelque chose qui me perturbe, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, il y a quelque chose qui me perturbe vachement par rapport à ce plan, c'est les couleurs. Les couleurs sont vachement saturées, notamment sur le centre de l'image, ici. Vous avez un triangle qui est dessiné. En fait, vous avez quatre triangles, en fait, qui sont formés par des lignes de fuite. En fait, vous avez la principale ligne de fuite ici, la première, voilà. Celle, c'est vraiment la plus grande. Ensuite, vous avez la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, vous avez plein de petits triangles. Vous en avez un là, formé par le ciel. Le deuxième, ici, formé par la forêt. Le troisième aussi par la forêt. Et en gros, ici, le quatrième, formé par la rue, on va dire. La rue principale. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ici, Tim Burton, du coup, il dirige notre point de vue. En fait, c'est quasiment un plan symétrique. Hein. Si on remarque, en fait, il y a quasiment une symétrie axiale, verticale ici, quoi. En fait cette route-là aurait pu carrément délimiter en fait le milieu du centre de l'image. Mais bon, bizarrement, il a pas déplacé sa caméra sur la droite. Je trouve que ça aurait fait un plan plus joli. Parce qu'encore une fois, il dirige notre regard, mais vers du rien, en fait. Il n'y a rien à regarder là, vous voyez. C'est en fait là où toutes les lignes convergent
En un point, ben, il y a rien. Il y a un arbre, il y a un peu de pelouse, mais en fait, il y a pas de maison, il y a rien. C'est pas comme si ici, voilà, c'est pas comme si ici il y avait la baraque du film, quoi. Ça aurait pu être intéressant s'il y avait une grosse baraque ou je sais pas, un gros château ou un truc comme ça. Visuellement, ça aurait été un petit peu plus impactant. Là, on a l'impression que ce plan a été un petit peu fait au hasard, finalement. Je trouve ça un petit peu dommage. En fait, s'il aurait été un petit peu plus décalé, déjà, ça aurait été un peu plus intéressant. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il concentre notre point de vue, mais sur rien. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, finalement, si on peut positiver un petit peu, on peut dire que finalement, il est en train de nous dessiner avec ce point de convergence. Enfin, le point de convergence converge pile sur la route principale. Et donc, comme il y a un travelling avant aussi, on suppose qu'on suit du coup la route. Donc, je suppose que c'est un plan qui présentera une voiture qui va arriver ou qui va suivre le chemin, etc. Peut-être même qu'il a effacé la voiture. Là, c'est possible, des fois, ils font des trucages pour les bandes annonces. Ou à moins qu'ils n'ont pas encore mis la voiture. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait juste un plan comme ça au milieu de nulle part. Bon, oui, il y a quelques petites maisons, mais d'ailleurs, en parlant de focalisation, parce que c'est une forme de focalisation, le fait de faire converger des points pour diriger le regard du spectateur et d'appuyer cette direction avec le mouvement de caméra. Ce que je trouve intéressant mais très bizarre, c'est qu'il a vachement accentué la saturation des couleurs dans ce triangle. Donc la saturation, c'est le fait que ça devienne fluo, en fait, c'est d'augmenter, comment je pourrais dire ça, la vivacité de la couleur. Vous voyez, là, c'est des couleurs beaucoup plus mornes. Ici, c'est du vert, voilà, quasiment gris, presque gris, quoi. Du vert normal, en fait, voilà, qui saute pas aux yeux. Alors que là, en particulier sur cette partie ici, vraiment le vert, il est verdoyant, on dirait un vert de pelouse de golf, vous savez, on dirait presque un vert fluo, là, les trucs qui font péter, là, vous mettez votre main dedans et ça fait péter, on dirait vraiment une couleur comme ça. Et je trouve que c'est vachement agressif comme couleur et finalement, c'est pas beau du tout. Je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est surétalonné, enfin sursaturé, du coup, on a l'impression que c'est vrai un film qui est pas forcément très bien étalonné, où les couleurs vraiment ressortent de manière vraiment non naturelle. Et ça, pour le coup, c'est pas naturel du tout. Et je me demande, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un petit peu, enfin, j'ai déjà analysé la première fois ce trailer. Je me demande si c'est pas pour représenter de manière factice, justement, le monde des vivants. Voilà. Parce que j'ai plus ou moins une théorie, parce qu'en fait, il augmente vachement la couleur, mais en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, du coup, les couleurs ressortent vachement, le vert ressort vachement, mais en fait, finalement, l'ombre devient colorée. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment toutes les autres d'ombres, elles ne sont pas noires. Là, il y en a quelques-unes qui sont noires, mais de manière générale, l'ombre est bleue. Vous voyez ici. Voilà, il y a de l'ombre bleu-blanc, et ça se voit surtout voilà, sur la route. L'ombre, d'habitude, une ombre, c'est noir, quoi. Et là, vraiment, c'est bleu. Genre, l'ombre est bleue. Bleu-violet, j'aurais presque tendance à dire. Ça fait presque penser au logo du début, je sais pas si vous vous souvenez. Vous voyez, genre, c'est quasiment similaire. Peut-être que je vais un peu loin, mais pour moi, c'est quasiment similaire. Donc, est-ce que, encore une fois, cette espèce de sursaturation de la couleur, ce serait pour représenter voilà, la facticité du monde des vivants? Parce que Tim Burton se moquait quand même pas mal des vivants dans le premier film et de leur espèce d'excentricité. Il y avait voilà, une excentricité un petit peu très étrange chez les vivants. Et finalement, il y avait peut-être plus de. Bon, après, il y a de l'excentricité aussi comment ça s'appelle, chez Beetlejuice, mais bon, bref. En tout cas, voilà, peut-être que c'est pour représenter un aspect un petit peu factice des vivants, et peut-être que l'ombre ici, encore une fois, je vais peut-être loin dans l'analyse, mais l'ombre qui est projetée au sol, comme ça, on a l'impression que ça fait, du coup, ce qui est vivant, enfin, comment je pourrais expliquer ça? En fait, j'ai l'impression que ce qui est illuminé dans le plan représente l'aspect vivant, ou comment on dit, parce que le film est découpé en deux parties, donc en fait, toute la partie vivante du film, si je puis dire. Alors que l'ombre, j'ai l'impression qu'elle représente toute la partie des morts, parce qu'en fait, l'ombre, forcément, elle est projetée sur le sol, et on va voir tout à l'heure dans le film, et même de manière générale, tout ce qui est associé au sol, tout ce qui est associé à ce qui est en bas, etc., ça fait, dans notre tête, ça nous fait forcément penser à la mort, parce que quand des gens décèdent, du coup, on les enterre. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est pour représenter de manière visuelle la différence entre la mort et la vie. Voilà. La mort, c'est quelque chose de vivant, de vachement pétillant, etc., alors que enfin la vie, pardon, alors que la mort, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus bleuâtre, violette, associée un petit peu aux couleurs de Jenna Ortega. Voilà, qui pourrait, d'après une certaine logique, du coup, représenter un petit peu la mort, vu que, en fait, vu que c'est la fille de Winona Ryder, et que Winona Ryder, dans le premier film, était une fille clairement dépressive, donc, et puis elle était habillée tout en noir. Voilà, et on pourrait dire qu'en fait, finalement, cette espèce de bleu là, c'est un mélange peut-être, enfin, cette espèce de bleu violet, on pourrait se dire que c'est un mélange entre le noir et le violet,
Et qu'est-ce qui est le mélange entre le noir et le violet? Du coup, bah, c'est l'alliance entre Jenna Ortega et sa mère, parce qu'on va voir que tout à l'heure, sa mère est noire et qu'elle, elle est violette. Mais bon, bref. Je vais peut-être vachement loin pour expliquer peu de choses. Là, je me suis un petit peu perdu, je pense. Mais bon, en tout cas, visuellement, moi, personnellement, je trouve ça pas beau. Voilà, genre, bon, on a une caméra digitale numérique classique, on va dire, pour ces années-ci, mais je trouve qu'il n'y a pas de cachet visuel, mis à part cet étalonnage, mais qui est vraiment mauvais, qui donne un peu envie de gerber, très honnêtement. Les couleurs sont pas du tout naturelles, c'est très bizarre à regarder. Encore une fois, cette espèce de surcolorisation, ça peut peut-être faire référence aussi à la maquette, qu'on reverra un petit peu plus tard. Voilà. Donc peut-être qu'il a voulu voilà, représenter un petit peu l'aspect maquette, l'aspect factice, l'aspect peinture finalement. Mais je trouve que le plan, voilà, et puis il est très chargé, il est très saturé, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de couleurs, beaucoup de. C'est très spécial comme plan, je trouve. Et puis vraiment, ces ombres bleues, c'est quand même très bizarre, quoi. Bon, on va continuer du coup. Voilà. Alors ensuite, on a le premier plan sur Jenna Ortega, du coup. Donc là, on a du coup un plan au sol qui est à peu près à hauteur d'homme ou hauteur de fille pour le coup là. Hauteur de jeune fille, on va dire. Donc je crois que c'est un panoramique. Non, même pas. Qu'est-ce que c'est comme mouvement de caméra? Je ne sais pas. J'en sais rien. En fait, aussi, j'ai l'impression que c'est un panoramique descendant comme ça. J'ai l'impression que c'est un panoramique descendant de gauche à droite, du coup. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce plan? Donc en fait, Jenna Ortega, eh ben, elle est quasiment floue, hein, honnêtement. Je pense qu'elle était nette au début, mais bon, ensuite, ouais, je pense qu'elle était nette au début, et ensuite, il a fait un changement de focus sur l'école. Je suppose que Jenna Ortega va aller dedans, parce qu'en fait, il y a quand même un panneau qui est au centre de l'image, donc il nous fout bien le panneau. En fait, ouais, il descend, il nous filme le panneau, donc en fait, on est vachement concentré sur même l'établissement qui est blanc, pétillant, quoi. Donc c'est pas très naturel comme couleur, encore une fois, non plus d'avoir un établissement hyper blanc. Encore une fois, ça aussi, ça fait un peu maquette finalement quand on y réfléchit des bâtiments très blancs, parce que des bâtiments très blancs, regardez autour de vous, il n'y en a pas tant que ça. Et puis finalement, quand je remarque que bah, le bâtiment, il fait vachement factice, quoi. Il fait pas du tout vrai, quoi. On dirait une maquette. Pour le coup, j'avais pas remarqué la première fois, mais on dirait vraiment une maquette. Donc oui, je pense effectivement que les couleurs et tout sont faites pour représenter la maquette. En tout cas, encore une fois, un aspect un petit peu factice de par ces coloris trop exposés, enfin trop saturés plutôt. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce plan? Donc je suppose que l'école va être importante dans le film. Plus c'est intéressant parce que le panneau a les mêmes couleurs que l'école, noir et blanc pour le coup. C'est plutôt intéressant. Et depuis tout à l'heure, je parlais du noir et blanc. Donc en fait, finalement, ici, il a représenté avec un bâtiment, pas à travers la couleur de l'image, mais avec la couleur du décor. C'est plutôt intéressant. Donc je suppose que Miss Shannon, voilà, ça va être un personnage peut-être important, parce que encore une fois, c'est écrit en gros, c'est pas par hasard à mon avis, il a pas mis ça par hasard là-dedans. Pour le coup, là, voilà, les couleurs du fond sont assez sympas. Là, pour le coup, on a vraiment du multicolore, mais qui est pas trop agressif, qui est plutôt naturel, c'est assez automnal. Là, pour le coup, je trouve ça plutôt joli. Mais par contre, ce gros buisson, je sais pas ce qu'il fout là. Franchement, il est pas beau. Genre, il est beaucoup trop gros. Je trouve qu'il obstrue vraiment l'image pour pas grand chose. Je trouve qu'il prend vachement de place en fait. Et ça aussi, c'est le problème je trouve, de la sursaturation des couleurs. C'est que, en fait, les couleurs, elles sont tellement pétillantes qu'on remarque que ça. Genre là, je suis désolé, si on fait par lecture par cadre, ça veut dire qu'on ne regarde pas dans la profondeur du champ, c'est qu'on considère l'image comme une image plane et plate, comme un dessin, si vous voulez. Et ben en fait, si on compare la taille du buisson, le buisson est beaucoup plus grand que, que, euh, que l'école. Donc en fait, on est vachement concentré, même si la caméra fait, encore une fois, nous centre l'école et son tableau, enfin comment ça s'appelle, son panneau. Finalement, on est vachement concentré sur cette lueur verte là. En plus, elle est ronde. Enfin, je trouve que c'est. Et puis finalement, en fait, on s'imagine pas, mais l'école se confond vachement avec le fond. En fait, elles ont enfin, le décor est a quasiment la même exposition que le ciel derrière. Donc en fait, ça se confond vachement. En fait, d'un coup d'œil, on pourrait presque pas voir l'école. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi personnellement, je l'ai pas trop vu la première fois, quoi, dans le plan. J'étais plus concentré sur, oui, on voit Jenna Ortega qui fait son vélo, oui, on voit le buisson, mais l'école, moi, personnellement, bon, je l'ai pas trop capté, quoi. Après, elle a quand même le regard tourné vers ça aussi. Mais bon. Effectivement, c'est assez intéressant. Là, pour le coup, il a simulé la focalisation de l'actrice, enfin, du personnage de Jenna Ortega, avec sa caméra. Voilà. Au début, on était concentré sur Jenna Ortega, et une fois que elle se concentre, donc elle était concentrée sur son vélo, machin et tout, machin,
Donc en fait, le focus était fait sur elle, et puis en même temps c'était elle qui était cadrée, et une fois que le panoramique descend et commence à nous fixer, enfin il commence à nous centrer l'école, hop, Jenna Ortega tourne sa tête à gauche, le focus change et donc simule sa nouvelle focalisation. Ça pour le coup c'est plutôt intéressant, je trouve, c'est un truc encore une fois vachement classique hein, dans les films, mais là je trouve que pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Donc parlons un petit peu de l'outfit de Jenna Ortega. Moi j'ai un problème, je trouve qu'elle est vachement classique et que son design fait vachement faux. Enfin, son design, sa DA, si vous voulez, sa direction artistique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bon. Là, son costume, je trouve qu'il fait vachement. Enfin, j'aime bien son costume, je trouve qu'il est assez joli, mais en fait, le problème que j'ai avec ce costume, c'est que je trouve qu'il est pas assez caractériel. Je trouve qu'il. Ben, encore une fois, je suis peut-être le mec con, mais ça fait pas Tim Burton, quoi. Je trouve qu'en fait, lorsqu'on voit le personnage que joue Jenna Ortega, ben on voit pas un personnage. Moi, franchement, quand je vois ça, je dis pas, oh ben tiens, c'est un personnage qui est dans Beetlejuice 2. Non, non, moi je me dis juste, bah c'est Jenna Ortega. Voilà. C'est presque comme Wednesday, quoi. Genre, elle a pas une coupe de cheveux particulière. Son vêtement, bon, voilà, il ressemble un peu à rien. Voilà, on voit qu'elle a fait ça un petit peu toute seule et tout, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, quand j'y pense, ces couleurs là, c'est du noir, du blanc et du violet. Euh, on dirait les couleurs d'un arlequin ou d'un bonbon un peu, voilà quoi. Mais bon, après il y a les rayures qui étaient quand même un thème assez récurrent visuellement, en tout cas parlant. Les rayures, il en mettait beaucoup quand même dans ses films Tim Burton pour le coup. Donc ça c'est plutôt intéressant que ça revienne. Après, qu'est-ce que ça veut dire les rayures chez Tim Burton? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, je sais que c'était une récurrence un petit peu iconographique qu'il y avait chez lui. Euh, je vous avouerai que ouais, je sais pas, j'ai un peu un problème avec. En fait, c'est pas tant son costume que j'aime pas, c'est en fait, je trouve sa coupe de cheveux et son visage ne sont pas assez mis en valeur. En fait, encore une fois, elle est pas assez caractéristique. Genre là, en fait, on a l'impression de voir un film normal. Mis à part la sursaturation, on a l'impression de voir un film banal. On n'a pas l'impression de voir un film de Tim Burton. Parce que quand on voit un film de Tim Burton, quand même, les personnages principaux, bon, en tout cas, anciennement, encore une fois, je trouve aujourd'hui c'est plus le même, mais anciennement, quand même, ces personnages, ils avaient du cachet visuellement. Ils avaient des cheveux en pétard, avec beaucoup de gel, ou des grands yeux, ils avaient un jeu très particulier. Genre là, quand on voit Jenna Ortega faire du vélo et tout, elle n'a pas la peau blanche, elle a pas les cernes, elle n'a pas les gros yeux. Encore une fois, peut-être que Tim Burton est passé à autre chose, certes, mais en attendant, c'est juste force. Moi, je trouve que c'est un peu moins intéressant visuellement, parce qu'au fond, il a essayé de mettre du cachet, mais qu'à travers son costume. Voilà, son costume, effectivement, il est un peu biscornu, il représente un peu une certaine bizarrerie, c'est vrai, franchement, c'est vrai. Et encore une fois, le costume, il n'est pas tant dégueulasse que ça, mais ce qui m'embête, c'est juste par rapport à ce qui définit vraiment un personnage de Tim Burton, mais c'est quand même son visage, quoi. Et là, je trouve que son visage, bah, il est normal, quoi. C'est Jenna Ortega, voilà. Pour moi, ce personnage, c'est Jenna Ortega, voilà. Pareil pour son vélo, genre son vélo, en fait, ça pourrait être une manière de la personnifier de manière indirecte. Voilà. Sauf que le vélo, ouais, il est pas violet, il y a pas de, je sais pas, il y a pas de tête de mort dessus, j'en sais rien, je raconte des conneries, mais encore une fois, il est pas très caractéristique. Voilà, on pourrait presque se dire que c'est une fille banale, en fait. Voilà. On voit des gens dans le fond, ils sont habillés en noir, ça se trouve, ils sont encore plus morbides qu'elles-mêmes, parce que le noir, ça représente la mort chez Tim Burton de manière générale. Ben, on voit des mômes derrière, je sais pas si vous les voyez là, voilà, on voit des mômes, ils sont en noir, ben, en fait, limite, ils sont plus gothiques qu'elles, quoi. Donc, bon. Bref. Mais bon, voilà, c'est un plan assez basique avec des voitures qui passent et tout, machin. Ouais, donc effectivement, il y a un léger zoom d'ailleurs. Ouais, j'avais pas remarqué, il y a un léger zoom sur l'école, donc ça va être vraiment quelque chose d'important. Là, pour le coup, on a un plan que je trouve vraiment pas mal, pour le coup, que je trouve vraiment sympathique, qui représente vraiment le fait de se balader en vélo. En fait, il a accroché la caméra sur le guidon. Donc c'est une sorte de steadicam, mais sur un vélo, du coup, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Mais pour le coup, ce plan, je le trouve vachement intéressant. On aurait tendance à faire ce plan de manière vachement centrée, encore une fois, mais il décentre pas mal son personnage, il la descend vers la gauche. Et de manière occidentale, la gauche, ça représente quelque chose de plus mauvais que la droite. Voilà. Parce que la gauche est associée au fait d'aller à l'envers, parce que quand vous lisez, encore une fois de manière occidentale, quand vous lisez, ben en fait vous avancez. Voilà. En fait, la droite c'est l'avancement, alors que la gauche c'est le recul, c'est le fait d'échouer entre guillemets, de retourner en arrière, etc., de regarder dans le passé, tout machin. Bon bref. Et du coup j'aime bien le fait qu'elle soit vraiment décalée comme ça, bon, dans l'autre sens pour vous, non dans ce sens-là pour vous, je sais pas parce que l'écran est retourné. Ouais parce que l'écran est retourné, donc si vous voyez dire à gauche alors que c'est à droite, c'est pas que je confonds, c'est juste que l'écran est retourné. Euh, mais pour le coup, voilà, je trouve ça vachement intéressant que du coup elle est vraiment
vraiment placé sur la gauche de l'écran, je trouve que ça décentre vachement le truc et ça rend le plan beaucoup plus naturel et beaucoup plus vivant finalement, parce que si elle aurait été centrée et qu'elle aurait fait ça comme ça, je trouve que ça aurait été vachement fixe et pas très ludique à regarder. Alors que là, voilà, je trouve ça vachement intéressant. Son corps est vraiment. Ouais, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que son corps est placé vraiment sur la diagonale à gauche, alors qu'en fait, il y a pas mal d'éléments qui sont biscornus, mais sur la droite. Genre le poteau, bah, en fait, il tend vers la droite, donc voilà, il est pas en diagonale, mais il tend dans l'autre sens, en fait. Pareil, l'arbre aussi, il tend dans l'autre sens, il tend vers la droite. Pareil, ici, la maison, je sais pas si vous regardez, la ligne, elle tend vers la droite. En fait, je trouve ça vachement intéressant. Du coup, ça crée vraiment une dynamique en X un petit peu. Et ça crée vraiment voilà, une espèce une dynamique visuelle avec c'est pas des points de fuite, mais avec, ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas des axes de composition qui se croisent. Et donc, ça crée visuellement quelque chose de vachement intéressant, je trouve. Donc là, on a un peu plus de détails sur son pull, enfin sur son outfit, que je trouve, oui, effectivement, franchement, l'outfit, moi, je le trouve intéressant, mais vraiment, l'outfit est pas mal. Genre, elle est déchirée au niveau du cœur, c'est sa droite, je sais plus, c'est à gauche, c'est sur sa gauche, on a l'impression que son cœur est déchiré. Ça, pour le coup, c'est vachement intéressant. On a l'impression que quelqu'un lui a arraché son cœur. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment sympa, comme si elle avait perdu, du coup, un aspect un peu vivant. Ouais, son outfit, c'est quand même assez quasiment zombie, voilà, vachement délabré et tout machin. On a l'impression que ça a été fabriqué avec des chaussettes. Mais bon, voilà, je trouve ça pour le coup vachement intéressant. Donc en fait, non, c'est pas du violet, c'est du. Enfin, attendez, je crois que En fait, je croyais que ce que je croyais être du gris est du violet très 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 clair, donc du mauve très pâle. Voilà, donc il y a le retour du violet, donc encore une fois, qui caractérise le personnage de Gina Ortega. Le noir qui représente l'aspect vachement morbide de sa mère, etc. Donc encore une fois, il y a une notion d'hérédité un peu, comme si elle avait hérédité de la poisse de sa mère, on va dire. Euh, et le rouge qui représente aussi la mort, on va le voir juste derrière, je pense que ça représente aussi la mort. On va le voir. Mais du coup, voilà, pour le coup, ce plan, je l'adore, et forcément, je pense qu'il fait plus ou moins d'ailleurs référence au Shining de Stanley Kubrick, peut-être. Bon, parce que le fameux plan sur le tricycle avec Danny qui roule comme ça, je sais pas s'il a fait une référence, mais en tout cas, moi, ça me fait penser un peu à ça, mais pour le coup, voilà, ce plan, je le trouve vraiment sympathique. Et juste truc supplémentaire, encore une fois, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce sont des. Encore une fois, elle est quasiment en noir et blanc. Si elle avait pas eu de rouge sur son outfit, elle aurait été en noir et blanc, quoi. Elle aurait été en noir et blanc, un peu comme. Enfin, ouais, dans des nuances beaucoup plus grises, beaucoup plus sombres. Un peu comme la route qui est vachement sombre, qui est grise. Et un peu comme la cabane aussi d'ailleurs, qui est vachement grise. Et en fait, ces couleurs, je les trouve vachement intéressantes. Ces couleurs sont très belles. Certes, elles sont mornes et quasiment monochromatiques, mais je les trouve beaucoup plus jolies que le. En fait, là, on a quasiment une opposition, j'avais pas remarqué, mais diagonale, entre du jour, du pétillant ici sur ce. Vous voyez, il y a deux triangles là. Mais vraiment, regardez la médiane, pas une médiane, bon, la diagonale qu'il y a ici. Mais sur la partie gauche du triangle, du cadre, on peut voir ici que c'est vraiment pétillant, voilà, c'est vraiment le jour, machin. Et sur la partie droite, en bas à droite, on a quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne. Et Jenna Ortega est entre les deux. Et pour le coup, c'est vachement intéressant parce que là, ce qui se passe dans le trailer, c'est qu'elle est en train de se diriger sur la route qui va potentiellement l'amener à une mort certaine. Donc finalement, peut-être que ce plan, bon, je vais peut-être loin, mais finalement, peut-être que ce plan représente qu'elle est entre la mort et la vie et qu'elle hésite peut-être un peu entre les deux, ou en tout cas que là, elle est vivante actuellement, mais qu'elle va se diriger vers la mort. Vous allez voir que c'est ce que présente le plan d'après pour moi. Mais pour le coup, voilà, si ce plan représente un petit peu ça, pour le coup, c'est vachement intéressant parce que j'aime beaucoup l'esthétique de cette cabane et encore une fois, la couleur de la route, la couleur de son outfit, plus l'esthétique de la cabane. Je trouve que la cabane est beaucoup plus gothique. Genre, en fait, elle fait vieille, elle a des vieilles fenêtres, elle-même, elle me paraît biscornue. Alors, j'ai l'impression que le toit est un peu creusé comme ça. Ouais, ici, quand même, il y a une espèce de courbe ici. Même, je vous dis, elle a l'air décalée sur le côté et tout. Pour le coup, j'adore l'esthétique de la cabane. Et en fait, limite, j'aurais préféré que tout le shot soit comme ça. Enfin, que toute la DA du film soit comme ça. Mais c'est quand même assez intriguant qu'il ait réussi voilà, à mélanger deux types de couleurs totalement différentes. Encore une fois, voilà, on a de la couleur vraiment vivante et très pétillante avec de la couleur très, très morne. On va voir que ça revient dans le film, et j'avais pas vu ça pour la première analyse, et je trouve ça vachement intéressant pour le coup. Ok, donc du coup, voilà, moi j'aime beaucoup ce plan, mais encore une fois, je regrette un petit peu peut-être le manque de cachet visuel sur le visage et les cheveux de Jenna Ortega. Mais pour le coup, elle a des cheveux noirs, un petit peu comme Edward Main d'Argent et à peu près tous les personnages de Tim Burton. Donc ça, c'est intéressant, mais comment dire, ça se trouve, c'est du hasard parce qu'en fait, Jenna Ortega est brune, je crois, de nature, donc bon. Et puis je sais pas s'ils l'ont blanchi du visage, je suis pas sûr. Pour le coup, j'aime bien le fait que le guidon soit gris aussi. Voilà, encore une fois, il appartient un petit peu
aux couleurs de cette partie de l'image. Donc pour le coup, voilà, ce plan, je le trouve vraiment sympa. Et puis, ouais, ce plan, bon là, elle se recentre quand même elle se recentre quand même un petit peu sur le milieu du plan. Mais quand même, elle est quand même vachement plus sur la gauche. Mais pour le coup, ouais, non, le plan est très sympa. Et puis Jenna Ortega, bon, elle a une, on va pas se le cacher, elle a une belle tête, donc en fait, elle rend le plan vraiment sympa. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut aussi, mais quand il y a des acteurs qui sont pas beaux, ben ça rend les plans de manière différente, quoi. Enfin, ça fait partie de l'esthétique, en fait, le visage des acteurs aussi. Et pour le coup, voilà, bon, bah, en fait, elle joue bien la meuf un peu, bon, un peu morbide, bon là, elle tire juste un peu la tête. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est que la couleur du soleil est en haut. Euh, enfin, en douche, du coup, la lumière est en douche, bon, c'est normal, hein, le soleil, bon, quand il est midi, bah, le soleil est en douche. D'ailleurs, il y a très peu d'ombre, hein, d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, l'ombre est très, très claire, très atténuée, bon. Mais en tout cas, comme le soleil est en position, enfin, on appelle ça en douche, si vous voulez, en plongée, mais du coup, ça crée des ombres sous les yeux de Jenna Ortega, et là, pour le coup, ça lui crée un petit peu un regard un petit peu plus creux, voilà, un petit peu plus zombiesque, voilà, ça crée des ombres particulières sous le nez, sous la bouche, sous les yeux, donc ça crée un peu, ça rend son regard beaucoup plus froid. Et pour le coup, voilà, bon, après, moi personnellement, donc juste pour vous dire, juste pour vous, bon, je vais continuer, mais pour le coup, voilà, ce plan est vraiment sympa. Mais qu'est-ce que je veux dire Oui, mais bon, après, moi, j'espère que elle jouera mieux que dans Wednesday, parce que dans Wednesday, je trouve qu'elle surjouait vraiment Gina Ortega. Mis à part ne pas cligner des yeux, même si elle a fait, mais bon, on s'en fout. C'est pas ce qui m'intéresse, moi, qu'elle ait cligné des yeux ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fasse une bonne performance. Je trouve qu'elle faisait vraiment coincer du cul dans Wednesday. On avait l'impression vraiment qu'elle avait un gros truc dans son cul, quoi. Et qu'en fait, en fait, on a l'impression qu'elle était constipée, qu'elle s'empêchait de chier, en fait. Mais non, c'est l'inverse, qu'elle avait la diarrhée, mais qu'elle s'empêchait de chier. Bon, bref. Je trouve qu'elle avait un jeu vachement coincé, vachement fermé, même par rapport à son visage. En fait, on voyait qu'elle était fermée, mais pas de manière naturelle, contrairement à la première actrice, Christina Ricci, qui jouait Wednesday, mais qui, elle, je trouve, elle jouait la meuf morbide de manière naturelle, alors que Jenna Ortega, on voit qu'elle se force vraiment à faire la meuf pas contente. Et du coup, bah, c'est un peu contraire, je trouve, au personnage de Wednesday, qui est naturellement morbide. Alors que le jeu de Jenna Ortega ne l'était pas. Voilà. Bon, bref. Du coup, voilà, ce plan est vraiment sympa, sympa. Et donc, on passe, voilà, tout de suite, là, pour le coup, à une valeur d'échelle qui est beaucoup plus large. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, voilà, maintenant, on s'éloigne du personnage, on n'est plus accroché sur son guidon. On s'éloigne d'elle et on la filme de dos, donc il y a tout de suite un aspect beaucoup plus déshumanisant. Elle est beaucoup plus petite, elle est de dos, donc le dos, c'est la vulnérabilité, surtout un peu plus au cinéma d'ailleurs chez les femmes. Ça représente un petit peu plus leur aspect vulnérable. Et puis là, encore une fois, sa petite taille, encore une fois, accentue le fait qu'elle soit vulnérable. Et ce que je trouve intéressant là, du coup, c'est qu'elle se dirige dans la gueule du loup, si je puis dire, parce qu'en fait, du coup, bon, pour ceux qui auront vu le premier Beetlejuice, donc c'est une référence au premier Beetlejuice, parce que c'est la grange dans laquelle les deux personnages sont morts la première fois. Ils ont eu un accident, ils sont décédés en voiture, alors que là, elle est en vélo. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, voilà, encore une fois, il y a un petit lien un peu visuel avec le fait que les personnages sont morts avec un véhicule. D'ailleurs, c'est assez intéressant, ils sont morts à deux dans un véhicule à quatre roues, alors que là, elle est toute seule sur un véhicule à deux roues. Voilà. Je vais peut-être un petit peu loin, mais voilà, je trouve ça intéressant que visuellement, en fait, là, il y a presque une espèce de régression finalement, euh, une régression humaine plus une régression mécanique, on va dire, ou par rapport au véhicule, comme la régression de Tim Burton, voilà, dont j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant qu'il y ait une espèce de récurrence visuelle. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, elle se dirige vraiment sur ce pont. Et puis, enfin, ce que je trouve intéressant, je vous parle de vulnérabilité, etc., parce qu'en fait, bah, elle rentre dans ce monde, du coup, qui représente la mort, voilà, dans cet univers, ça représente la mort. Donc, on va voir aussi que le bois, tout à l'heure, est associé à la mort, je trouve. Ce bois qui va, on peut dire ce qu'on veut, mais qui fait penser à un cercueil, quoi. Voilà, c'est vachement rectangulaire comme forme. Merde, pourquoi il m'a mis en... Pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi il m'a mis en grand écran. Il est possédé, mon truc. Voilà. Possédé par l'esprit de Jenna Ortega. Bon, bref, qu'est-ce que je disais Du coup, voilà, bon, après, là, il y a des angles un petit peu qui sont déformés, mais de manière générale, voilà, c'est quand même assez cubique comme forme, enfin, assez rectangulaire.
c'est un pavé, quoi. C'est un pavé complètement en bois, dans l'ombre, qui représente la mort. Et pour moi, ça me fait forcément penser à un cercueil, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant que visuellement ça représente un cercueil, et en plus, c'est un cercueil orné de rouge. Le rouge qui représente, rouge mauve d'ailleurs, rouge qui représente le sang, le danger de manière générale. Encore une fois, c'est pas du rouge rouge, c'est du rouge mauve. Et mauve, on l'a vu que voilà, le purple, c'est un peu associé à Jenna Ortega, donc qui avait aussi du rouge sur son pull. Donc je trouve ça assez intéressant qu'il y ait un lien visuel entre les deux. Et encore une fois, il y a presque un paradoxe, parce qu'en même temps, le rouge, ça représente le danger, mais aussi l'amour, la passion. Et donc ça pourrait aussi peut-être représenter le fait que Jenna Ortega est attirée par la mort. Voilà. Je vais peut-être très loin, mais en tout cas là, c'est un des premiers éléments vraiment qui a cette couleur rouge qui était sur sur le pull de Jenna Ortega. Donc je pense qu'il y a quand même un lien quand même assez évident, peut-être, je pense, entre les deux, parce qu'avant on a vu des arbres un petit peu mauves et tout, mais là c'est quand même assez impressionnant. Et puis d'ailleurs, on peut le voir que c'est plutôt intéressant. Il a filmé le plan, enfin, il a attendu que le soleil soit dans l'autre sens. Tout à l'heure, le soleil était derrière Jenna Ortega et au-dessus d'elle, alors que là, en fait, on est dans une forme de contre-champ. Parce qu'il y a une espèce de continuité, voilà, on se doute pas qu'elle est partie de l'autre côté en vélo, non, elle a continué tout droit. Donc on suppose que c'est vers ce quoi elle se dirigeait tout à l'heure dans l'autre plan. Et en fait, finalement, il a attendu et il a filmé lorsque le soleil est derrière, parce qu'on peut voir qu'il y a une ombre portée, ce qui rend du coup cette masse beaucoup plus menaçante. D'ailleurs, il la filme en contre-plongée, euh, ce, qui rend, euh, ce qui rend le tout voilà, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus menaçant, beaucoup plus imposant. Et encore une fois, c'est accentué aussi, enfin, la noirceur de cet endroit est accentuée aussi par l'ombre qu'il y a à l'intérieur, mais aussi par le fait qu'encore une fois, bah, l'objet soit en contre-jour, en fait. Même si l'ombre est très douce, enfin, l'ombre n'est pas très douce, euh, la contraste est très faible, il y a très peu de contraste, mais l'ombre est brute. Hein. Ça aussi, d'ailleurs, ça pourrait être assez. Les ombres brutes, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus. Ça découpe beaucoup plus l'image, donc c'est beaucoup plus malicieux, on va dire, qu'une ombre douce, assez ambiante, etc. Donc bon. Voilà, je trouve ça, en tout cas, ce plan, je le trouve vraiment intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il nous filme quasiment pas la sortie. Bon, on la voit un petit peu ici, l'effet aurait été mieux fait peut-être si Messi avait arrêté de bouger. Mais pour le coup, on voit pas la sortie en fait, quasiment. Voilà, on a l'impression qu'elle va rester enfermée là-dedans. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant. On voit pas la sortie, on voit que du noir, quoi. Donc elle pénètre vraiment dans le noir, dans, dans la sombrité, dans la mort, quoi. Dans ce cercueil qui a une fin, en fait. Voilà, c'est un tunnel qui a une fin, enfin, non, qui n'a pas, enfin si, qui n'a pas de fin, justement, voilà, qui est fermé, c'est un cul-de-sac, si vous voulez, quoi. Comme si elle pouvait pas en sortir. Donc pour le coup, je trouve ça vachement intéressant comme plan. Euh, ok, on va continuer. Hop. Donc ensuite on va écrire From the Mind of Tim Burton, machin. Pour le coup, la police est vraiment sympa. Bon, elle fait très 90. Très 90, mais pour le coup, je trouve qu'elle fonctionne bien. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Juste, écoutez, attendez 2 secondes. Vous savez quoi? Je vais arrêter 2 secondes le. Voilà, je voulais juste tester un truc. En fait, je voulais voir que l'enregistrement ne s'était pas terminé, mais du coup, il s'est pas terminé, donc génial. Donc, je viens de voir que ça fait quand même 43 minutes que je parle, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que là, sinon la vidéo va durer 3 heures pour rien. Bon, bref, mais du coup, parce que je parle beaucoup de manière générale, mais quand même, voilà, faut pas que ça dure 3 plombes non plus. Donc du coup, From the Mind of Sir Burton, donc en fait du coup c'est écrit en police, c'est quoi ça? C'est police sans shérif ou shérif? Je sais plus comment on dit. Mais bon voilà, ça fait vraiment très 90 pour le coup. Moi j'aime beaucoup, voilà, donc c'est en majuscule, c'est sympathique. L'effet de lumière est vachement bien fait pour le coup. Généralement les polices c'est pas ce qu'ils font de mieux dans les trailers, des fois c'est quand même très moche. Mais là pour le coup je trouve ça vraiment très joli et puis cette lumière verte bleue enfin verte, peut-être que je vais loin encore une fois, mais verte un peu violette, parce qu'on confond un peu le bleu et le violet, mais en fait c'est moi qui m'arrange en disant que c'est du violet alors que c'est du bleu. Mais bon bref, quand il y a cette lumière verte qui jaillit du fond des néants et qui illumine le titre du génie Tim Burton. Bon, en tout cas ce que je trouve vachement intéressant, c'est que du coup là, le vert ça représente forcément Beetlejuice. Et la lueur, il y a beaucoup de... La lueur verte, ça fait beaucoup penser aux lumières vachement baroques qu'utilisait finalement pas mal Tim Burton dans le premier film, notamment c'était la lumière, ouais, encore une fois c'était la lumière qui était associée à Beetlejuice, mais c'était vachement intéressant le plan sur Winona Ryder, un des premiers plans sur Winona Ryder dans les escaliers du grenier, et elle avait un petit bandeau vert comme ça, c'était magnifique, comme, pas pourquoi j'ai fait ça d'habitude, comment on fait, je sais plus, bon bref, c'était muy caliente, le plan, donc voilà. Pour le coup, voilà, je trouve que la police est vraiment sympa. Je sens que le trailer, bon, je vous ai pas mis le son et tout pour éviter
les bans ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, j'en sais rien. Au pire, si je me fais ban, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je trouve assez étrange, bon ça je vais y revenir beaucoup plus tard, parce qu'en fait là depuis tout à l'heure j'analyse l'image, mais je vous donne pas vraiment mon avis sur le trailer. Ce que je trouve assez horrible par rapport à ce trailer, c'est qu'en fait c'est vachement de la nostalgie. Voilà, ça joue encore une fois. Pour moi, ce truc c'est un Lega requel, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, j'ai inventé un terme là, mais putain, j'ai fait une combinaison de plein de termes. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ça joue vraiment beaucoup sur, encore une fois, énormément de récurrence par rapport au premier film. Alors oui, c'est une suite, mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire un copier-coller. Avatar 2. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, enfin j'ai filmé une vidéo moi-même sur Avatar 2. Je l'ai pas fini parce qu'en fait, j'étais pas censé la poster. Et je me dis peut-être que je vais la poster, du coup, j'en sais rien, je sais pas, je vais voir, je verrai. Pour critiquer Avatar 2 parce que ce film est une merde, comme dit Monsieur Durandal. Mais bon, en même temps, Durandal a déjà fait une vidéo dessus pour dire tout ce qui allait pas. Et la vérité, c'est que moi, je pensais carrément comme lui, donc je vois peut-être pas forcément l'intérêt de vous la montrer. Mais bon, en même temps, ça se trouve, ce que je dis là, quelqu'un d'autre le dit, donc en fait, c'est très con ce que je dis. Si vraiment ça me compare aux autres, ça va pas le faire. D'ailleurs, je dis ça, mais j'adore Durandal. J'adore ce mec. Enfin, j'adore ce qu'il fait, ses vidéos et tout. Je le trouve génial. Donc en fait, d'ailleurs, s'il passe par là, merci. C'est notamment grâce à lui, enfin notamment grâce à Durandal, que j'ai beaucoup appris en analyse filmique et que j'ai envie de faire du cinéma. Donc bon, bref, ça c'est hors propos. Mais merci Dudu. Bon, bref. Vous avez vu, je fais genre que je fais partie du game et tout, mais alors pas du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, là, je trouve que ça joue vraiment beaucoup trop sur la nostalgique, beaucoup trop, voilà, aspect Terminator, Dark Fate, tous les Halloween requels, les machins, les Avatar 2, enfin bref, j'en passais des meilleurs, là, j'en ai pas trop en tête et j'ai pas envie de me rappeler. Tous les Star Wars, bien évidemment, pourquoi j'ai pas pensé à Star Wars cette daube. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Enfin, Star Wars, postologie Disney, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, pas forcément, mais bon, ouais, pour moi, quand je parle de daube, je parle de la postologie, voilà. Bon, du coup, là, je trouve ça vraiment dommage que même la musique, ouais, ils remettent la musique du premier en mode beaucoup plus calme, en mode oh, regardez, c'est sérieux, c'est trop bien. Ça fait vraiment, ouais, limite presque un peu comme dans Jurassic World, vous voyez, genre on vous remet la même musique, mais en tout doux comme ça, là, le thème de Jurassic Park, mais avec du piano, en mode regardez, c'est triste. Regardez, on revient dans le parc et tout, machin. Bon, bref, ça me casse un peu les couilles, cette espèce de, voilà, de nostalgie, quoi. C'est exactement ça. On a l'impression qu'ils essayent d'imiter, je pars en couille là, mais on a l'impression qu'ils essayent d'imiter le fait que vous êtes adulte et que vous repensez à la chanson que votre mère vous chantait, mais que du coup vous y repensez avec tristesse parce que vous vous rendez compte que vous êtes adulte et que vous n'êtes plus enfant, et du coup ce thème est beaucoup plus enfantin, enfin beaucoup plus sad, parce qu'aujourd'hui vous êtes triste et déprimé, que vous allez au boulot 24 heures sur 24. Bon, bref, c'est pas ça que là je commence vraiment à partir en cacahuète. Repartons sur le trailer de Tim Burton. Donc voilà, j'adore la police, on va passer parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On a un travelling avant, donc je rigole, mais bon, en tout cas, le truc grossit, bon, j'ai rien à dire là-dessus. Ok, donc là, on a un plan qui est plutôt intéressant pour le coup. Là, qui je trouve, encore une fois, il y a une symétrie, enfin, il y a double symétrie. On a une symétrie verticale, encore une fois, toujours par rapport au centre du cadre. On a une symétrie verticale ici, axiale, et là aussi, on a une autre symétrie ici. Mais on va y revenir plus tard. On va parler de la première symétrie ici. Le plan, vraiment, est quasiment en miroir, et je trouve qu'il est plutôt intéressant. Le plan, pour le coup, là, c'est un des plans les plus composés du film, j'ai l'impression, vraiment un des plans les plus composés du film. Ce qui fait vachement penser à la réalisation, enfin, l'ancienne réalisation de Tim Burton, parce que Tim Burton, c'était quand même quelqu'un qui composait vachement ses plans et qui faisait des plans vachement fixes. Il jouait souvent avec les points de vue subjectifs des personnages, et en fait, il s'amusait à rentrer dans la tête des personnages et à nous montrer la réaction des personnages les uns par rapport aux autres. Et je trouve que ça fonctionnait vraiment bien, notamment dans Édouard aux mains d'argent, lorsqu'il y a la scène de dîner par exemple, je crois qu'il, enfin, dans mes souvenirs, il le cadre tout seul là, dans son espace, et ensuite il fait un plan subjectif même, je crois même qu'on voit les mains de Édouard, donc je crois que c'est vraiment, vraiment un plan subjectif, à moins que c'est moi qui parte, à moins que c'est moi qui m'invente des souvenirs. Et il y avait un plan subjectif voilà, dans sa tête, du coup, et on voyait tous les autres personnages qui le regardaient, qui le jugeaient, etc. Donc il a souvent un rapport par rapport au point de vue, parce qu'en fait, le point de vue est plutôt faux et nous fait voir des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend généralement des apparences monstrueuses pour ces personnages qui sont en fait souvent des personnages avec un grand cœur, notamment voilà, Edouard Main d'Argent qui ressemble à un monstre quand on le voit, il est plutôt effrayant. Il pourrait faire de la concurrence presque avec Megan de l'Exorciste.
Reagan, pardon, de l'exorciste. Je vais peut-être un petit peu loin, mais visuellement, ouais, il est quand même un peu effrayant, mais finalement, lorsqu'on regarde le film, voilà, on monte la tête des romains d'argent à un enfant, ben, il crie, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, ce mec est trop sympa. Bon, bref, c'est tout le but du film, voilà, le point de vue, les apparences, le regard, les préjugés, tout simplement. Bon, bref. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que là, je trouve qu'il retourne sur une réalisation beaucoup plus symétrique, beaucoup plus clean, quelque part. Notamment parce que voilà, le mec est clairement au centre. Déjà, il y a une composition pyramidale, on peut le voir ici, clairement. Et pour le coup, c'est vraiment bien fait parce que le cercueil, à la base de l'image, est moins gros que le. Enfin, vraiment, en fait, ouais, ici, il y a vraiment une composition parfaitement pyramidale qui est très jolie pour le coup, qui fait un lien entre le cercueil, les fleurs et je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du tout un révérend, mais bon, bref, un mec, un prêtre. Ouais, il a un petit col de prêtre. Et pour le coup, je trouve ça intéressant parce qu'il lit de manière pyramidale un petit peu tous ces personnages. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que. Bon, attendez, je commence à me perdre un peu dans les idées parce que, comme je dis, je ne les ai pas vraiment notés. Mais bon, parlons déjà de la première, la première symétrie qui. Enfin, non, c'est pas une forme de symétrie, mais c'est une division. Il fait une division, encore une fois, entre le sol et le ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, on a une division horizontale, du coup, qui est faite par rapport au sol. Encore une fois, comme on voyait tout à l'heure avec Jenna Ortega sur son vélo, on a des couleurs beaucoup plus chaudes qui représentent la vie, le soleil, même la couleur est beaucoup plus brute. Et on a vraiment des couleurs chaudes parce qu'il y a de la lumière qui se reflète sur des feuilles qui sont jaunes, donc c'est vraiment très vivant comme couleur, c'est très beau, c'est très joli. Alors qu'ensuite, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus terne. Là, il y a pas d'ombre, mais au fond, tout est très mort, tout est très. La lumière est beaucoup plus pesante, très ambiante, mais très gloomy, vous voyez ce que je veux dire? Très grise, très monochrome, très sans vie finalement. Genre, regardez, les feuilles sont complètement mortes. Ici, on a presque une espèce de fausse pelouse, mais qui est encore là. Voilà, le vert n'est pas du tout pétillant pour le coup. Là, c'est un vert vraiment grisâtre qui est pas beau à voir. On a bien sûr le cercueil qui est quasiment complètement grisâtre, noir. On a pareil ici, les fleurs sont vachement, enfin encore une fois, le vert aussi se lie vachement avec le vert qu'il y a derrière, donc c'est un vert vraiment sombre. Pareil, là aussi, on a du vert sombre au niveau de la délimitation. Donc vraiment, il fait vraiment une délimitation entre les deux. Et puis il fait même une différence entre voilà la couleur ici qui est vachement brute, enfin la lumière qui est vachement brute, la lumière du soleil qui est vachement brute, qui est une lumière qui est beaucoup plus directive, alors que là on a une lumière ambiante, extrêmement ambiante, mais encore une fois qui fait très. En fait, on a une lumière ambiante quand il fait pas beau. Quand il fait pas beau chez vous, à Paris, j'en sais rien, ou je sais pas où, lorsque vous avez des nuages, mais en fait, ça diffuse la lumière du soleil et donc ça rend le tout très fade, très, très lourd, voilà, un petit peu. Bon, voilà, il fait vraiment une différence entre les deux, que ce soit au niveau des couleurs, de la lumière et de la colorimétrie. Donc pour le coup, c'est vraiment une mise en scène plutôt sympathique. Et donc il fait encore une fois cette différence entre le ciel, parce qu'on voit, malgré qu'il y a des arbres, les arbres c'est la vie quand même aussi, il ne faut pas oublier, des arbres avec beaucoup de feuilles, c'est des arbres verdoyants, c'est des arbres qui sont en vie, qui sont puissants, qui s'élèvent, etc. Donc ce sont des êtres vivants aussi. Donc les arbres c'est lié à la nature. De manière générale, voilà, le vert verdoyant c'est lié, même si là c'est jaune, mais en tout cas ils sont de pleine couleur et tout machin, ils paraissent pas du tout morts, quoi, ils paraissent vraiment vivants, encore une fois, parce qu'ils sont aussi baignés dans la lumière, mais ce que je veux dire c'est que voilà. Donc en fait, le haut voilà, du plan représente vraiment la vivacité finalement. On peut voir même encore des bouts de ciel derrière qui sont quasiment blancs, qui sont quasiment crémeux, quoi. Donc vraiment, voilà, il lit vraiment, j'ai l'impression, le ciel et ce qu'il y a au-dessus de la Terre, en tout cas, sans parler du ciel, en tout cas, ce qu'il y a au-dessus de la Terre, à la surface de la Terre, comme étant quelque chose de positif, de beau, de joli, etc., de vivant. Alors que vraiment, le bas, il le représente vraiment comme quelque chose de mort, en fait, quoi. Et donc là, c'est encore plus accentué, c'est même plus une métaphore, parce que là, le plan est quand même au ras du sol, et le focus, je sais pas si vous avez remarqué, mais est vachement sur la plante et merde, le cercueil. Il est quand même moins sur les personnages qui m'ont l'air beaucoup plus flous, vous voyez. Et donc il est moins sur les personnages qui sont beaucoup plus flous. Donc en fait là, voilà, il nous dit clairement, là c'est sûr à 100% que le sol est lié à la mort, quoi. Bon, c'est logique, encore une fois, mais c'est encore plus accentué par ce plan-là. Là, pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un travelling avant. Moi, je m'attendais à avoir, sur ce type de plan, une forme de travelling, potentiellement un travelling descendant, voilà, qui suivait un petit peu comme dans Hérédité de Ari Aster, sorti en 2018, je crois. Euh, Par rapport à la date, je ne sais pas, mais par rapport au film, je suis sûr, où il y a un travelling descendant, d'ailleurs un petit peu factice aussi, mais qui suit vraiment le cercueil s'enfoncer dans le sol, sans trop spoiler, parce que c'est dans la bande-annonce, je crois. Bon,
Et là, du coup, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est que en fait, il va faire un travelling avant qui, encore une fois, un travelling avant, c'est encore une fois, c'est quand même assez quelque chose de positif. Genre, un travelling avant, on avance, en fait. Bon, c'est plus par rapport à de manière latérale, non, mais dans la profondeur, oui. Lorsqu'on avance, lorsqu'il y a quelque chose de positif, etc., ben, en fait, la caméra se rapproche. Donc, je trouve ça assez bizarre, finalement, que la caméra se rapproche du personnage alors que le corps est en train d'être enseveli. Bon, mais pour le coup, encore une fois, ça crée une dynamique opposée. On a un corps qui s'enfonce, enfin, c'est pas une dynamique opposée, c'est deux mouvements différents. On a le sujet principal, parce qu'il est mis en valeur par la netteté, le sujet principal qui descend et la caméra qui avance. Ça crée des mouvements assez intéressants, pour le coup. Bon, donc oui, donc je vous parlais de la différenciation qu'il y avait au milieu du plan. Enfin, en fait, entre guillemets, on peut découper le plan en un demi en fait, voilà, le premier demi en haut, le second demi en bas ou inversement. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a une symétrie axiale verticale représentée par le triangle ici, parce que vraiment tout est symétrique. Il y a 6 mômes à gauche, il y a 6 mômes à droite, ils sont habillés de la même manière. Lecture par cadre, il y a une putain de grosse bande blanche ici qui fait quasiment la même taille des deux côtés. Vous avez deux ronds ici en cercle avec les fleurs, vous avez deux fleurs en amorce de cadre ici, et puis regardez, vous avez deux bandes ici violettes, et la tête du mec est vraiment découpée en deux, bon c'est normal, il n'a pas une tête déformée, et pareil, même le col aussi fait aussi une division symétrique, on a vraiment l'impression que c'est un plan miroir qui a été étalé, quoi. Donc pour le coup, je trouve que le plan est vraiment, vraiment très sympathique. Pour le coup, le plan fonctionne vraiment bien. Et je trouve qu'il est assez menaçant sur ce personnage-là, quand même. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une légère contre-plongée, enfin, il y a une contre-plongée, mais je crois que la contre-plongée est accentuée par un panoramique ascendant. Ouais, effectivement, parce que si on regarde bien, enfin, à moins que ce soit l'effet du travelling avant, parce que forcément, le travelling avant rapproche les sujets de la caméra et donc le sujet grandit. Merde, pardon, excusez-moi. Euh, Ouais, mais en tout cas, je trouve que le plan est vraiment sympa. Bon, après, peut-être qu'il le fait peut-être un petit peu mieux au ralenti, faut pas oublier que je suis au ralenti non plus, mais pour le coup, le plan, je le trouve vraiment sympa. Et encore une fois, je trouve que le plan est assez menaçant, notamment parce que je sais pas pourquoi, parce que cet acteur, je l'ai déjà vu dans un film, il me parle, mais bon, j'ai déjà vu. Et là, il tire une tête de déterré. Bon, en même temps, c'est normal, on enterre quelqu'un. Donc, il tire plutôt une tête d'enterré. Une petite blague, bon, c'est pas grave. Je sais même pas si ça se dit une tête de déterré. Bon, bref, tant pis. Bon, il fait la gueule, quoi. Et lui, pour le coup, il est vachement blanc et je trouve qu'il est plutôt menaçant au niveau de son jeu. Et notamment, d'ailleurs, l'espèce d'écharpe violette comme ça, bah, ça fait encore une fois un lien avec le personnage de Jenna Ortega. Donc, est-ce que c'est. Ça se trouve, Jenna Ortega n'est pas la mère de. N'est pas la mère. Enfin, n'est pas la fille de Winona Ryder et peut-être que sa mère est décédée. J'avais pas remarqué, mais on voit quelqu'un ici. On dirait la Joconde. Euh, Ça doit être la personne qui est décédée, mais j'arrive. Parce qu'on dirait vraiment une représentation graphique, on dirait pas une. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? On dirait une. Ah, je crois savoir ce que c'est. J'avais pas remarqué, mais on dirait un aileron de requin. Et je me demande si c'est pas une œuvre d'art du personnage de la mère de. Je connais pas trop les acteurs, mais de la mère qui a joué. Enfin, de la femme qui a joué la mère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Celle qui faisait les structures dans le premier film et tout. Ça me fait vachement penser à ça parce qu'en fait, c'est quand même assez ridicule, j'avais pas remarqué, mais ça casse un peu d'ailleurs la symétrie. Bon, c'est un triangle qui est courbé, alors que là, on a un triangle qui est complètement droit. Mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez grotesque, je l'avais pas du tout vu au départ. Mais c'est assez bizarre pour le coup. Mais bon, bref, ce que j'ai dit, c'est que voilà, ce mec est plutôt menaçant. Je trouve que je sais pas si c'est le training avant qui le rend assez menaçant aussi, j'en sais rien. Puis d'ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs à l'exorciste un peu. Il me semble qu'ils avaient des écharpes violettes. Je sais qu'ils avaient des écharpes, mais je sais plus si elles étaient violettes ou pas, mais je crois qu'elles étaient violettes. Bon, peut-être que je raconte des conneries. Et même là aussi, on a encore une fois des compositions triangulaires, hein, ici, hein, parce que les espèces de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les tiges qui tiennent les plantes, bah, sont vachement triangulaires. Bon, bref. Mais sinon, mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur le film, à moins que potentiellement ces enfants viennent de l'école qu'il y avait au début du film, notamment parce qu'ils sont habillés en blanc et en noir, comme ceux qui étaient dans l'école tout à l'heure. Et puis j'avais oublié, mais c'est vrai que le blanc, ça fait vachement les chants un peu chrétiens, vous savez, ou religieux. Et au fond, l'école qu'on a vue tout à l'heure, je vais revenir un peu en arrière.
En fait, elle était toute blanche et noire, quoi, comme les personnages qu'on venait de voir. Donc, peut-être que c'est une école religieuse, mais je vois pas de croix particulière. Mais bon, c'est peut-être qu'ils viennent de cette école-là, j'en sais rien. Bon, bref. Mais là, pour le coup, je trouve assez intéressant, c'est que là, en fait, il oppose clairement des personnages, comment on dit, les personnages de Winona Ryder, enfin la famille un peu chelou, là, je sais plus comment ils s'appellent. La famille en noir, on va les appeler, presque, on aurait pu les appeler la famille Adams, mais non, c'est pas ça. La famille Ortega, on va dire. C'est marrant, Ortega, on dirait le nom d'une fleur. Bon, moi, je pars en cacahuète. Je vais me reconcentrer un peu là. Mais du coup, il oppose vachement en chant contre chant, on va le voir plus ou moins, même si, encore une fois, c'est avec le montage de la bande-annonce, c'est pas le vrai montage du film. En tout cas, avec la bande-annonce, il l'oppose en chant contre chant, dans deux cadres opposés et bien distincts, deux types de familles différentes, une famille religieuse, toute blanche, il y a beaucoup de blanc dans l'image, le blanc c'est la pureté, c'est l'honneur, c'est l'innocence, bref, c'est une couleur qui est très positive de manière générale, et qui ici honore la mémoire de la personne qui est décédée, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met des fleurs blanches. Vraiment plein de blanc partout, quoi, ici, les personnages sont en blanc, lui est en blanc, les fleurs sont en blanc, enfin bref, il y a du blanc partout. Alors qu'on oppose d'ailleurs, d'ailleurs, je vais peut-être un petit peu loin, mais encore une fois, pour lier le noir avec la mort, ça peut être intéressant qu'ils ont tous des tuniques blanches, mais au fond, leurs pieds, leurs pantalons sont noirs, et leurs pantalons touchent le sol, s'enfoncent dans le sol. Je vais peut-être très très loin. Bon. Et donc voilà, ensuite on cut avec un contre-champ, du coup, sur ces personnages, la famille Ortega, comme je disais tout à l'heure, qui observe du coup la mort de cette personne. Et eux, du coup, voilà, encore une fois, contrairement au chant qu'on avait tout à l'heure, où ils étaient vraiment associés au blanc, à la pureté, de manière. En tout cas, étaient filmés de manière positive, même c'était voilà, ils faisaient un chant religieux et tout, donc c'était vraiment pour honorer la mémoire du personnage. Hop, on a un contre-champ du coup sur ces personnages qui, eux, pour le coup, sont associés beaucoup plus à la couleur du noir. On peut le voir notamment avec tout leur outfit. Donc ici, on va se concentrer sur le personnage de Winona Ryder, qui, elle, a les cheveux noirs, a les lunettes noires, a le vêtement noir, etc. Donc oui, on sait qu'on est un enterrement, et du coup les personnages généralement mettent des choses noires, mais on sait très bien que le personnage de Tim Burton met des vêtements noirs tout le temps, tous les jours, donc en fait on sait bien que c'est quelque chose de classique, donc voilà, je me doute bien que ce n'est pas dû en fonction de l'événement qui se déroule pendant le film. Et même pour associer, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux couleurs, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que, encore une fois, par lecture par cadre, si on regarde l'image, là où Winona Ryder, elle est vraiment entourée de la mort partout, quoi. De une, elle est dans l'ombre totale, voilà, elle n'est pas dans la lumière blanche qui, encore une fois, ni dans les lumières pétillantes. Encore une fois, il y a cette opposition avec les lumières très chaudes, très, très pétillantes, très vivantes, avec des lumières beaucoup plus froides. Voilà, l'ombre. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de contraste, c'est pas très sombre, mais finalement, l'ombre est vraiment bleue. Quand on fait la différence entre les deux, ici, c'est saillant. Vous avez du noir bleu, et là, vous avez du jaune vif, quoi. C'est vraiment saillant, et je trouve ça assez intéressant, finalement, qu'il ait lié les deux, même si c'est techniquement un peu bizarre à regarder. Ça laisse un petit peu à désirer, mais bon, en tout cas, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il fait une division, vous avez vu, lumière chaude, lumière froide, bah là c'est la même chose. Lumière chaude, lumière froide, division au milieu du cadre, encore une fois, c'est vachement intéressant. Et encore une fois, ce qui est vachement intéressant, c'est encore une fois, il essaye de nous dépeindre par lecture par cadre, le bas du cadre, le dernier demi du cadre, et bien en fait, il est vachement sombre, il est vachement associé à des iconographies morbides. Voilà. Genre, si on regarde par cadre, Winona Ryder, au niveau de sa tête, dans sa tête, littéralement, c'est un peu dit comme ça, dans sa tête, elle pense qu'à la mort. Voilà. Elle a plein de. Il y a plein de pierres tombales autour d'elle qui l'encadrent, qui l'entourent. Même elle est au même niveau que ce personnage ici et carrément lié avec le van qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le van mortuaire, je sais pas comment on appelle ça, mais le van qui enferme les gens, enfin, enferme les gens, non, enferme les gens qui sont décédés. Ce qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'en fait, il y a une tige blanche. On dirait presque un os. Hein. Je trouve ça assez ironique, mais on dirait presque un os. Mais en fait, le personnage qui a des épaulettes ici, ben, on peut voir qu'il a aussi des tiges blanches, donc on a presque l'impression vraiment qu'il y a une continuité, même avec les reflets aussi, ça fait des formes de tiges blanches. Franchement, on a l'impression que ce mec, ben, en fait, c'est un copier-coller du van, quoi, donc il est vachement lié aussi. Je me demande si c'était pas celui qui conduit, peut-être d'ailleurs que c'est celui qui conduit. Il y a un truc vachement intéressant, voilà, le personnage est vraiment lié avec ce décor-là. Et ce que je trouve vachement bien fait aussi, c'est que le van découpe parfaitement le milieu du cadre au même niveau, encore une fois, par lecture par cadre. Bon, il y a une petite courbe là, mais
de manière générale, si on arrondit un peu, franchement, il a très bien découpé le cadre avec ce van-là. Donc, ouais, finalement, j'étais pas trop tenté par le film, mais plus je regarde, c'est peut-être moi qui me fais des films du coup, mais plus je regarde, plus je m'intéresse et plus on voit des choses qui sont finalement intéressantes. Encore une fois, ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, là, il y a un truc que je trouve bizarre, mais ça, c'est une petite critique négative que j'aimerais faire. La première chose, c'est qu'avant de venir sur le personnage de Winona Ryder, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que l'arrière-plan du film, enfin, l'arrière-plan, encore une fois, qui est associé aux couleurs vives, etc., en fait, c'est tellement saturé, c'est tellement vivant, qu'on est tellement plus concentré par ça dans le film que par les personnages qui sont à l'avant. Alors qu'en fait, les personnages sont nets. Hein. Là, on est sur une moyenne profondeur de champ, allez, moyennement longue, on va dire. Je pense qu'on est sur du 70-80 mm. Donc l'arrière-plan est flou, mais on arrive quand même à discerner ce qui se passe. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, d'habitude, on utilise ça pour isoler les personnages du décor. Mais là, en fait, le décor est tellement lumineux, et même en fait, il est vachement prépondérant, parce qu'on s'imagine pas, mais en fait, le personnage de Winona Ryder, déjà, regarde au sol, elle regarde au sol, et si on regarde par rapport au découpage, en fait, son visage, il n'est pas centré vers le haut, quoi. En fait, il est assez bas, son visage, donc on est vachement concentré sur l'arrière-plan, alors qu'en fait, on devrait être concentré sur le premier plan. Je trouve ça un petit peu étrange. Bon, après, il y a une différence. Là, c'est un plan fixe, mais il y a quand même une différence. En fait, ce qui fait qu'on se concentre, ouais, ce qui fait qu'on se concentre pas mal au début, on part sur un plan où elle est à gauche, mais en fait, il y a un travelling latéral de droite à gauche qui recentre le personnage de Winona Ryder. Donc en fait, du coup, on avait beau être concentré par exemple sur cette pierre tombale là, vachement lumineuse, vachement au milieu et tout machin, finalement le Winona Ryder se déplace, enfin se déplace, non, la caméra se déplace et du coup fait bouger Winona Ryder sur la droite, ce qui la centre et du coup on se concentre quand même beaucoup plus sur son visage. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'elle est quand même vachement basse, elle paraît écrasée dans le plan. Elle paraît pas du tout en valeur comparée à, on dirait presque une contre-plongée vu qu'elle baisse elle baisse le regard. Donc comme elle baisse le regard, on a l'impression du coup que la caméra est placée en hauteur et que du coup, comment on pourrait dire ça, qu'elle appuie sur elle et qu'elle la juge, etc. Enfin voilà, c'est bon bref, comment dire, c'est assez oppressant comme plan, comme type de plan. Contrairement au dernier plan qui, avec le travelling avant, on avait l'impression que le mec s'élevait en fait, ou en tout cas comme sa figure devenait plus grosse. Logique, vu qu'on se rapproche du personnage, il était toujours aussi net, mais au fond, il devenait de plus en plus gros, donc on avait l'impression qu'il était beaucoup plus imposant. C'est pour ça que je disais que je trouvais qu'il était un peu à la limite d'être menaçant. Alors quand elle regarde vers le bas, comme ça, elle a beau être en valeur de plan beaucoup plus grande, elle a l'air moins impressionnante, moins imposante en tout cas. Alors qu'en fait, factuellement parlant, elle est, mais bon, bref. Voilà. Donc je trouve ça un peu, encore une fois, c'est même avec cette histoire-là de cachet visuel qui est vachement centré sur les arbres et tout machin, on est vraiment trop concentré dessus, donc je trouve ça assez mauvais, quoi. En fait, c'est l'arrière-plan, on n'est pas censé le voir, mais en fait, on se concentre beaucoup trop dessus à cause de la lumière. Et encore une fois, visuellement, c'est pas très joli, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais moi, je trouve que c'est pas très beau. Visuellement, genre, encore une fois, ce bleu un peu bizarre, bon, ça fait très, très, très mal étalonné, c'est pas très joli. Et puis, c'est pas que je suis pas fan des caméras numériques. J'ai un problème avec les caméras numériques actuelles. Je trouve que photographiquement parlant, je sais pas si ça se dit, mais des fois c'est vraiment pas très beau. En tout cas, quand c'est pas très soigné, c'est pas forcément très joli. Il y a des films en numérique qui sont très très beaux. Je pense à Men, notamment de Alex Garland, qui est un film très très beau, ou Split par exemple de M. Night Shyamalan, qui est en 2017. Et ça commence à dater, mais en fait, je trouve qu'il y avait des caméras numériques dans les années 2010-2015, je trouve que c'est là où les caméras numériques étaient les plus belles finalement, je trouve. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de rechercher un hyper réalisme qui rend le tout très fade, très, très lisse, très impersonnel, je trouve. Dans les années 2020, bon, peut-être que je reparlerai de ce phénomène, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, voilà, en tout cas, je trouve que visuellement, au niveau de la photographie, c'est pas très joli, quoi. Enfin, c'est pas incroyable. Ok, et donc oui, pour en revenir du coup au personnage de Winona Ryder, je trouve que je ne vois pas pourquoi, encore une fois ça fait assez Legacy Quell aussi, son personnage n'a pas changé. En tout cas visuellement c'est ce que nous dit Tim Burton. Là je sais pas, elle a quoi, 45 ans, presque 50, elle est mère d'une fille, si on part du principe, je crois que c'est ça, hein, on va partir de ce principe-là, que si elle est mère de Gina Ortega, donc c'est une fille, enfin elle a une fille et tout machin. Je dis pas qu'un adulte ne pas être heureux ou tomber dépressif, mais je trouve ça quand même assez étrange que finalement, elle est pas du tout évoluée, quoi. Genre là, quand on la regarde, elle est pareille, elle a la même coupe de cheveux, elle s'habille toujours en noir, elle est toujours triste. En fait, moi, je suis pas venu là pour revoir
un copier-coller de Beetlejuice. Pourtant, le film s'appelle Beetlejuice, donc c'est littéralement un copier-coller. Bon, j'espère que c'est pas pour ça qu'ils ont choisi ce titre-là. Sinon, on est un peu mal barré, mais en fait, ça m'intéresse pas. Si je veux revoir Beetlejuice, je revois Beetlejuice. Je n'ai pas. Moi, le but d'une suite, c'est tout le principe d'une suite, c'est de faire un film qui ressemble au premier, mais qui en même temps s'en écarte et qui propose quelque chose de nouveau. Et là, visuellement, bon, visuellement c'est nouveau, mais dans la mocheté, dans le mauvais sens du terme, on va dire. C'est visuellement nouveau parce que Winona Ryder a vieilli, mais ce qui n'est pas forcément très beau non plus, on va dire, à regarder. Et en tout cas, ben, quand c'est pas nouveau, ben là c'est pareil, mais du coup ça m'intéresse pas. Voilà, genre, en fait, elle est habillée pareil, elle a la même coupe de cheveux, c'est pas très logique. Allez, c'est bon, normalement t'as 50 ans, t'es une mère et tout, ben, t'es plus contente, quoi. T'es passé au-delà de tes anxiétés d'adolescente. Et c'est ça que je trouve ça illogique, c'est pas comme si elle aurait eu le droit d'être dépressive, mais à la limite elle avait un nouveau look. Parce qu'en fait, ce look-là est associé à l'adolescente qu'elle était, à l'adolescente morbide qu'elle était. Alors que normalement, pour moi, techniquement parlant, allez, elle a dépassé ce stade. Et ok, si elle est dépressive, elle a un autre look qui représente une nouvelle forme de dépression. Une dépression matriarque, si je puis dire, une dépression maternelle, quoi. Voilà, par exemple. Ou peut-être que son mari est mort et du coup, voilà, une dépression après la mort de son mari. Mais il aurait fallu, je pense, représenter d'une manière différente et visuelle, donc avec une autre coupe de cheveux, d'autres vêtements, d'autres lunettes, etc. Le fait qu'elle soit tombée en dépression, mais que ce soit pas le même type de dépression que quand elle était jeune. Alors que là, quand on regarde ça, on a l'impression qu'elle n'a pas évolué, qu'elle est toujours une adolescente. Alors, est-ce que ça va être développé dans le film, le fait qu'elle n'a pas évolué, et qu'au fond d'elle, elle est toujours une adolescente, et peut-être qu'elle se considère peut-être même plus comme la sœur de Jenna Ortega que comme sa mère, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, je trouve pas ça très logique. Voilà. Et je trouve ça, sans parler de logique, je trouve ça inintéressant que ce personnage soit le même qu'avant. Voilà, je trouve ça chiant. Et puis sa coupe ressemble à rien. C'est une perruque, mais affreuse, genre elle a deux franges dégueulasses, là, c'est vraiment pas beau. Vraiment pas beau du tout. Voilà. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il y a un... Donc le travelling latéral se fait de droite à gauche, et ce que je trouve vachement intéressant, c'est on a eu tendance à faire l'inverse, parce que là, en fait, on nous présente la mère et la fille, du coup, mais encore une fois, d'une manière un petit peu mauvaise. Comme je disais tout à l'heure, l'Occident, à gauche, etc., c'est quelque chose d'assez mauvais. On aurait tendance à filmer le plan dans l'autre sens pour montrer la descendance. Vous avez donc de gauche à droite, vous avez la grand-mère, la mère, la fille, etc. Bon, avec des garçons ou des filles, c'est pareil, mais vous m'avez compris. Il y a un aspect de descendance positive en mode regarde ce que j'ai retransmis, mes enfants ils sont trop beaux, ils ressemblent à toi, machin et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors que là, le fait que le travelling se fasse de droite à gauche, on est sur quelque chose de beaucoup plus, ouais, encore une fois, quelque chose de beaucoup plus négatif. On aurait presque l'impression que voilà, Jenna Ortega est la mère de Winona Ryder, vu que le plan va à l'envers. Donc, on n'a pas l'impression de montrer une descente, on a l'impression de remonter dans le temps. Voilà, c'est ça. On a l'impression de remonter dans le temps, de remonter dans la hiérarchie familiale. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Ouais, je trouve ça vachement intéressant, pour le coup. Donc là, on peut voir qu'elle a le même pull que tout à l'heure et qu'elle le recouvre avec ce manteau violet, qui pour le coup est vraiment, je trouve qu'il est plutôt sympa, mais encore une fois, c'est pas exceptionnellement caractéristique, mais bon, soit. Mais encore une fois, la question que je me pose, c'est pourquoi elle porte du violet, quoi. Encore une fois, je pense que le violet, voilà, c'est un peu le mélange, encore une fois, entre le rouge et le noir. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire de manière particulière? J'en sais rien. Peut-être que c'est la fille de Beetlejuice. Je viens d'inventer un trip là, mais peut-être que c'est la fille de Beetlejuice, parce que comme je disais tout à l'heure, le violet c'est un peu complémentaire par rapport au vert de Beetlejuice. Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est du violet qui s'apparente un peu lorsqu'on regarde. Encore une fois, le violet et le noir associés aux deux, ça fait un peu le bleu du fond. Donc bon, ouais, j'en sais rien. Et voilà, encore une fois, bon là on revoit le visage de Gina Ortega qui, voilà, n'a pas l'air exceptionnellement maquillée. C'est pas comme si elle était bien blanche ou quoi. Avec des cheveux bien noirs. Peut-être qu'elle le sera lorsqu'elle va mourir, parce que je dis ça, mais en même temps, dans Beetlejuice, les personnages étaient normaux lorsqu'ils étaient vivants. Mais quand je dis normaux, c'est qu'ils avaient vraiment des outfits normaux. Alors que là, on voit qu'il essaie de nous caractériser ces personnages avec ces outfits bizarres. Donc j'ai l'impression que c'est leur version la plus caractérisée. Mais du coup, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, je sais pas. D'ailleurs, ils regardent tous vers la gauche, hein. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais... Et donc ensuite, on a un plan hideux sur ce personnage. Je me rappelle plus du nom de cette actrice. Faut avouer qu'elle a un peu mal vieilli. Genre là, elle ressemble à rien. Je suis désolé, hein, je vais pas être méchant pour l'actrice, mais du coup, visuellement, le plan ressemble moins à quelque chose vu qu'on a cette actrice-là. Je suis désolé, hein, je veux pas.
Mais bon, ce plan est juste dégueulasse, quoi. Voilà, il est vraiment pas beau. Parce qu'à la limite, quand on a Jane Ortega, à la limite, ça passe, mais encore une fois, je suis désolé de critiquer le visage des acteurs, ou des actrices en l'occurrence, mais ça fait partie du parti pris esthétique, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, qu'on le veuille ou non. Mais vraiment, ce plan est vraiment, vraiment pas beau, quoi. Je trouve que entre son rouge à lèvres vraiment trop pété, vraiment, vraiment éclatant, encore une fois, même ses cheveux sont vachement rouges, mais encore une fois de manière vachement innaturelle. Genre là, on sent l'étalonnage qui est bien forcé. Ils ont bien dosé dessus là, et donc ce plan est vraiment pas beau. D'ailleurs, c'est la seule qui regarde, qui a la tête un peu en l'air, qui est beaucoup plus grande que les autres et qui regarde sur la droite. Un peu plus sur la droite en tout cas. Et elle a le regard vide. Je sais pas si elle a des lentilles. Je me demande parce qu'en fait, les gens quand ils ont des yeux très clairs, on a l'impression qu'ils ont des lentilles des fois, notamment quand ils vieillissent. Mais non, je sais pas si elle a des lentilles ou pas. Bon, bref, donc c'était elle qui faisait les trucs artistiques et tout machin. Mais d'ailleurs, pour le coup, je trouve assez intéressant, c'est que malgré mince, comment ça s'appelle, le travelling, malgré le travelling qui faisait passer les personnages les uns après les autres, mais finalement il y avait toujours les tombes qui les reliaient les uns aux autres. Donc on a vraiment l'impression que c'est le lien qu'il y a entre les personnages, c'est la mort. Voilà. Donc ça, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant. Ok. Ensuite, là aussi, on a un plan hyper intéressant. On a un grand angle en extrême contre-plongée. C'est quasiment un plan zénital, hein. On pourrait presque croire que c'est un plan zénital. En extrême contre-plongée, donc c'est vraiment tout en haut de l'escalier. Et ce que je trouve vachement intéressant, du coup, encore une fois, ça revient pour moi avec la thématique de l'ensevelissement, je sais pas si ça se dit, bon, l'enterrement, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un putain de cercueil, quoi. Je trouve que c'est assez. Là, pour le coup, l'image est très claire. L'image est vraiment très claire. Le plan est beaucoup plus. Voilà, le plan est vraiment très sombre comparé à ce qu'on a vu dernièrement. Le plan est beaucoup plus sombre. On a vraiment même du noir bouché. Là, le contraste est quand même beaucoup plus accentué. Même on a des couleurs un petit peu orange, voilà, orange marron, ça fait vraiment penser à les couleurs de la terre de manière générale. Vraiment, ça c'est, on dirait de la boue presque. Voilà, c'est un peu la couleur de la boue, vous savez. Non, pour le coup, vraiment, le plan fonctionne vraiment bien. Et puis même, on se sent vachement étriqué dans ce plan pour le coup. Voilà, on se sent vraiment enfermé, c'est vraiment claustrophobique. Et même, voilà, encore une fois, par rapport à la thématique du cercueil, on peut voir ici qu'il y a vraiment, voilà, il y a un surcadrage là, ici, mais ici, il y a vraiment une forme de pavé qui donne vraiment l'impression qu'on a ouvert un cercueil et qu'on regarde à l'intérieur, quoi, pour le coup. Voilà. Pour le coup, ce plan, je trouve qu'il est sympa, il est joli, et puis comme il a filmé ça en grand angle, ça, en fait, ça, voilà, c'est un grand angle qui n'arrondit pas les formes. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'en fait, si ça aurait arrondi les formes, ça aurait un peu cassé l'histoire du cercueil. Mais pour le coup, en fait, le grand angle, c'est une lentille qui a tendance, enfin, c'est pas qui a tendance, c'est une lentille qui agrandit les distances, ou ouais, qui agrandit les distances, en tout cas sur le rendu final. Et du coup, ça donne vraiment l'impression qu'elle est au fond du plan, quoi. On a l'impression qu'elle est tout au fond de ce cercueil et qu'elle peut pas en sortir, quoi. Et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Voilà. Du coup, on voit Jenna Ortega qui ouvre une petite porte. Donc, sachant que c'était le premier, enfin, là, c'est dans la même maison que du premier film, du coup. À moins que c'est pas la même maison, mais que ça soit la même, comment dire, la même disposition, que ça se trouve c'est pas la même maison. Mais voilà, même ça aussi, je trouve ça chiant que ça soit la même maison, la même maquette et tout. Faites ça dans une autre ville, faites ça dans une autre maison, faites ça, voilà, faites ça à New York, j'en sais rien. Faites ça avec une autre famille. Voilà, au lieu de prendre les filles d'eux tout le temps, c'est assez classique, quoi. Voilà, de continuer une histoire avec les filles, de machin et tout, c'est bon, quoi. C'est embêtant, je trouve. Franchement, c'est embêtant. Surtout qu'en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, à moins que le film, à moins qu'il exploite vraiment cette espèce de hiérarchie, mais bon. Donc là, on a un plan, qu'on a quasi, ouais, un contre-champ, encore une fois, en travelling avant, qui, euh, qui filme le personnage de Jenna Ortega, du coup, s'avancer dans l'ombre. Et ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est un peu la même remarque que j'avais fait, enfin, une sorte de remarque un peu comme ça que j'avais fait par rapport à Romulus, allez, au trailer d'Alien Romulus, j'avais dit que je trouvais ça pas forcément très logique que le fond des couloirs était illuminé et qui détourait les personnages, que du coup les fonds des couloirs étaient illuminés, donc ça pour moi ça enlevait un petit peu du caractère horrifique forcément, parce que pour moi j'avais tendance à me dire mais en fait dans un couloir quand il est dans le noir il est dans le noir, quoi. Justement c'est plus t'avances dans un couloir, plus t'avances dans la pénombre et plus il y a quelque chose qui peut y arriver, quoi. Pour moi c'est plus l'inverse qu'il faudrait faire, voilà,
la lumière, voilà, comme ici, à côté de la caméra, enfin, le plus proche de la caméra, et plus le couloir s'agrandit, plus il fait sombre à l'intérieur, et moins on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc bon, du coup, voilà, je trouvais ça un petit peu étrange que Fede Alvarez avait fait ça. Là, du coup, Tim Burton fait un peu la même chose, genre finalement, voilà, en fait, c'est le milieu du couloir qui est dans l'ombre, mais en fait, la base du couloir est illuminée et le fond du couloir est illuminé. Donc je trouve que ça enlève un petit peu du caractère horrifique, encore une fois, chose qu'il ne faisait pas dans le plan d'avant. Mais, euh, mais là, pour le coup, je pense qu'il y a peut-être une explication un petit peu plus sympathique, parce qu'en fait, là, le fait que le personnage de Jenna Ortega soit du coup en contre-jour, vu qu'elle est quasiment dans la pénombre, ça peut peut-être le représenter le fait qu'elle va mourir, encore une fois. Voilà. L'ombre va devenir l'ombre d'elle-même, donc elle va peut-être décéder, quoi. Et là, ce que je comprends, voilà, donc ce serait peut-être logique de représenter ça de manière du coup un petit peu plus métaphorique par rapport à ce plan-là. Parce que en même temps, Beetlejuice se trouve là-haut, et donc c'est un endroit qui est quand même assez. Dans le film, c'était un endroit qui était quand même assez associé à la mort. Donc voilà. Et puis même, voilà, il nous filme ça un peu comme une scène de basement. Voilà, au fond, ce grenier ressemble vachement à un sous-sol hideux, grinceux, dégueulasse, machin et tout. Alors qu'on aurait tendance à faire ça dans une scène de grenier, encore une fois. Et il nous filme vachement ça comme un grenier, comme quelque chose de beaucoup plus pseudo-horrifique, voilà, quelque chose qui est un peu effrayant, qui est craquant, qui est vieux, machin, craquant dans le sens où ouais, ça craque dans tous les sens et tout. Avec la petite lumière, vous savez que vous. La petite ampoule qui pend, elle se retrouve aussi ici, il y a des lumières brutes. Donc vraiment, il y a vraiment, ça a vraiment cette esthétique du sous-sol hanté, quoi, vraiment. Et c'est assez intéressant du coup que en fait, là c'est l'inverse en fait. C'est pas un sous-sol, mais c'est un grenier qui est hanté. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le fait de monter, normalement, le fait de descendre, c'est associé à quelque chose de négatif. Encore une fois, on disait tout à l'heure que le bas est associé à la mort. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que bizarrement, c'est un peu l'inverse. En fait, elle monte les escaliers, mais le fait de monter est associé à la mort. Alors, est-ce que le fait de monter, ça représente visuellement le fait de monter vers le ciel? Je ne sais pas. Mais bon, je trouve ça assez bizarre finalement qu'il ait tourné. C'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais bon, quelque part, c'est. Ouais, je sais pas. Mais bon, ok, donc on a un travelling avant ascendant qui suit juste le personnage, quoi, qui représente le mouvement du personnage. Donc là, on a une composition encore une fois triangulaire. Et là, pour le coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un plan qui me fait vachement, encore une fois, penser à Hérédité, notamment le dernier plan d'Hérédité qui était aussi, c'était pas triangulaire, mais qui prenait la forme de la pièce et qui filmait de loin la pièce dans le noir. Là, c'est quasiment pareil, pour le coup. Alors après, il y a des bandes noires ici qu'on voit pas, je crois, mais bon. Là, le plan est assez sympathique pour le coup. Visuellement, il est plutôt joli, genre. Pour le coup, là, je le trouve plutôt sympa. Franchement, mais après, j'ai pas grand chose à dire, puis il faut que j'accélère un petit peu là. Bon, on va avancer un peu parce que c'est pas forcément très intéressant, je pense. Euh, Là, je sais pas pourquoi elle est habillée normalement. Là, voilà, elle est habillée en texane, quoi, genre limite comme dans X. Voilà, elle a une veste en jean classique, un pull avec des robes et tout machin. Ça n'a aucun rapport avec son outfit de tout à l'heure. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, ça a l'air d'être au début du film aussi, tout à l'heure. Lorsqu'elle était tout à l'heure en vélo, donc ça s'oppose vraiment. Je vois pas pourquoi elle est habillée comme ça. Je trouve là, ça a vraiment. Pardon, excusez-moi, j'ai roté, c'est un peu dégueulasse. Je trouve que ça a vraiment pas de sens par rapport à comment elle était habillée tout à l'heure. Enfin bref, c'est bizarre là, je comprends pas trop. C'est vraiment paradoxal presque. Là, elle est vraiment habillée en civil. Alors peut-être qu'elle a fait ça exprès de s'habiller comme ça, ou peut-être qu'elle s'habille comme ça tous les jours et qu'en fait elle s'est habillée le jour de l'enterrement avec ses bandolières, machin, enfin ses bandes là, son vêtement avec des bandes partout là. Bon, je sais pas. Mais là, ouais, c'est un plan assez classique, j'ai pas grand chose à dire. Une lumière assez diffuse dans un grenier, bon, il y a rien de spécifique, quoi. Voilà, surtout que vous avez remarqué qu'elle passe son temps à fermer la bouche, hein, comme dans Wednesday, voilà, elle ferme son visage, elle regarde un peu avec son teint un peu blafard, là. Pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est que la maquette est sous un drap un peu plastique, une espèce de bâche un peu blanche, qui fait vachement fantomatique pour le coup. Ça, les étoiles, j'aime pas parce que ça fait très merveilleux, mais je crois que c'est déjà dans le premier film. Mais pour le coup, là, ça fait vachement fantomatique. Et là, pour le coup, le plan, je le trouve plutôt intéressant. Il joue un peu avec la maquette. On a l'impression que c'est des montagnes ou un peu des nuages. Voilà. Donc, je le trouve assez sympa comme plan. Et je sais pas si la lumière qui est allumée ici, c'est la lumière du grenier. Peut-être que ça aurait été sympa. Voilà, ce plan est plutôt sympathique, mais il est pas, encore une fois, enfin, je trouve qu'au niveau de la photographie, c'est pas très beau, quoi. Mais bon.
Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Donc il y a un changement de. Non, il n'y a pas de changement de focus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de changement de focus et qu'en fait, le focus est fait sur les maisons qu'on ne voit pas. Et donc, en fait, vraiment, on a l'impression du coup, là, c'est flou à cause du drap. Pas techniquement, mais à cause du drap, alors qu'en fait, hop, elle révèle et là, tout de suite, c'est net. Ça, pour le coup, c'est une idée qui est assez sympathique. Mais bon, voilà, en fait, le plan sur la maquette est plus beau que les plans qu'il fait dans la ville d'avant, quoi. Et effectivement, même là, c'est quand même beaucoup moins saturé que dans la ville de tout à l'heure, mais bon. En fait, ouais, vraiment, le plan est plus beau avec les maquettes, quoi. Genre, vraiment, c'est beaucoup plus beau. Tant pis. Ok, machin. Alors, pareil, là, on a quasiment une reproduction du plan d'ouverture, mais qui est beaucoup plus bas cette fois, beaucoup plus. Encore une fois, là, on est dans la pénombre, dans l'ombre, on a des lumières beaucoup plus bleuâtres. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus contrasté. Là, ça fait vraiment beaucoup plus nuit. Il y a des éclairs un petit peu bizarres. Mais le plan n'est pas beau, quoi. Les lumières font très factice, là. Pour le coup, alors je sais pas si ça fait très factice parce qu'on est sur un décor factice, mais pour le coup, je trouve que là, c'est vraiment pas beau. Vraiment, je trouve que c'est pas beau du tout. Ça commence à trembler et voilà, là, ça commence à vraiment partir en cacahuète. On a une lumière, là, on a des lumières beaucoup plus baroques pour le coup qui rejoignent un petit peu l'esthétique du premier Beetlejuice. Là, pour le coup, c'est plus une lumière verte comme. Enfin, si, il y aura une lumière verte après, mais au départ, là, il y a une lumière bleue. Mais là, pour le coup, enfin, vraiment, c'est lumière bleue, là. Je suppose que c'est des LED, parce que c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Ces espèces de LED, là, bien bleues, là, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Genre, ça ressemble à rien. Genre, vraiment, pour le coup, ça, je trouve, c'est clair et net. Aujourd'hui, les lumières de couleur avec les caméras d'aujourd'hui, c'est pas beau du tout. Voilà, ça fait très faux. Alors que, en parlant de Winona Ryder, regardez le film Earth, par exemple, avec Winona Ryder, il y a un moment, il y a un plan où elle est devant je sais plus si c'est une boulangerie ou bref, un bâtiment, une station-service, je crois, et il y a du bleu de partout comme ça. Pareil, du bleu pétant, voilà. Et c'est juste beau à regarder. Ça fait pas faux, voilà. Alors qu'en fait, c'est autant coloré, hein. Mais je trouve vraiment là que c'est vraiment pas beau, quoi. Ça c'est le comble du numérique des fois, c'est que ça rend pas bien du tout, voilà. Et je trouve ça vraiment pas beau. Et puis voilà, il y a le fameux bleu-orange de Transformers, là, bon, c'est pas très joli. Donc elle arrive, voilà. Et c'est assez marrant, tiens, j'ai remarqué, mais elle porte le manteau avec des signes blancs, comme tout à l'heure. Le mec portait ça. On a l'impression que c'est pas son manteau à elle. Bon, peut-être que c'est le manteau de son mari, ou je sais pas trop quoi, j'en sais rien. Ou de sa conjointe, hein, je sais pas, j'en sais rien. Bon. Ok. Mais c'est un plan que je trouve pas très intéressant. Là, pour le coup, je trouve que la différence d'échelle entre Winona, qui est beaucoup plus grande et qui est énorme et qui est censée être une humaine et qui devrait faire la taille, en fait, elle devrait être toute petite, mais finalement, elle est géante. Et la différence entre la ville qui est censée être énorme, mais qui est toute petite et qui est dans le bas de l'image et qui est floue. Voilà, il essaye vraiment d'inverser un peu les rôles et de les différencier l'un de l'autre. Tout à l'heure, c'était l'inverse, voilà. D'ailleurs, ouais, encore une fois, il y a pardon, excusez-moi. Encore une fois, il y a cette opposition bleu en bas, orange en haut. Voilà. Bon, même s'il y a un peu plus du bleu à droite cette fois-ci, mais Winona qui est en haut, voilà. Et là, c'est même les deux tiers qui sont dans l'orange, là où c'est pareil, orange, orange, orange. Enfin, beige, orange. Encore une fois, teinte plus chaude, teinte plus froide. Il fait pas mal ça quand même. Mais bon, je trouve que. Pourtant, il fait une opposition entre les deux, voilà, encore une fois, mais je trouve que ça fonctionne pas des masses. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle pas, je trouve pas ça forcément très marrant à regarder. En fait, à la limite, je pense qu'il aurait dû réduire la profondeur de champ à fond. Et comme ça, l'avant aurait été autant net que. Enfin, la ville au premier plan, la miniature au premier plan aurait été autant nette que Winona Ryder au fond. Et du coup, là, ça nous aurait fait vraiment un trompe-l'œil. En fait, on aurait l'impression qu'ils seraient au même niveau et que Winona Ryder serait vraiment énorme alors qu'en fait, elle est pas. Donc, bon. Voilà, ça aurait fait un jeu, en fait, un jeu de netteté, limite un trompe-l'œil, quoi. Ça aurait fait un espèce de nœud graphique, quoi. Donc là, voilà, encore une fois, on a une reprise du plan d'ouverture. Donc cette fois, c'est plus avec un drone, mais c'est un plan macro, du coup. Mais pareil, voilà, un travelling ascendant. Mais cette fois, qui est beaucoup plus centré avec une lumière bleue qui jaillit du fond. Et là, on commence à avoir un peu les teintes vertes qui arrivent.
Et pour le coup, je trouve ça pas beau, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais on a l'impression de regarder un film avec des Playmobil. Bon, je sais qu'une maquette, c'est pas censé être joli, mais voilà. Pourtant, c'est des effets spéciaux pratiques et tout, mais je trouve ça juste pas très joli, quoi, c'est tout. Voilà, je trouve ça vraiment pas beau. Là, pour le coup, avec le numérique, je trouve que ça passe pas, quoi. Genre, j'y crois pas, en fait. Voilà, Beetlejuice, là, qui est écrit en bas et tout, je trouve ça juste assez ridicule, finalement. Voilà, après, bon, il a utilisé de la fumée pour qu'on voit les rayons vraiment sortir et pour que ça soit un peu plus impressionnant. Mais bon, je trouve que. Après, l'apparition de Beetlejuice, c'était quand même ridicule dans le premier film, hein. Ça voulait faire genre quelque chose de grandiose, alors qu'en fait, c'était avec une miniature. Et là, je trouve que l'effet ne fonctionne pas des masses. Et là, pour le coup, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on est concentré sur le petit néon Beetlejuice plus l'arbre. En fait, on est concentré sur la netteté de l'arbre. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a du coup Beetlejuice qui arrive, la tête de Beetlejuice qui arrive, mais comme il est caché par la fumée et qu'il est pas net, et que c'est l'arbre qui soit net, et qu'on se concentre vachement dessus, vu que c'est le seul élément noir et clairement discernable parmi toute cette fumée blanche, cette opacité. Et du coup, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on est tellement focus sur l'arbre qu'on remarque qu'après qu'il y a Beetlejuice qui se lève doucement. Et ça fait limite un screamer, je trouve. Vraiment, je trouve que ce plan, pour le coup, est intéressant. C'est que, en fait, il a trompé un peu notre vision de spectateur. Il a dit, tiens, regardez l'arbre, mais en fait, hop, ensuite, on commence à discerner qu'il y a un truc qui bouge derrière. Et je trouve que, pour le coup, l'effet fonctionne vraiment bien. Il y a un aspect un peu ridicule, mais en même temps, à la fois effrayant. Et là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et là, pareil, c'est un peu la même. Enfin, c'est pas du tout la même idée, mais finalement, là, on passe à une échelle de plan complètement différente. Au début, on était vraiment concentré sur la miniature, on était dans l'univers de la miniature, et maintenant on sort de l'univers de la miniature lorsque Beetlejuice sort aussi de l'univers de la miniature, du coup. Donc la caméra accompagne le mouvement finalement de Beetlejuice. On a un plan beaucoup plus grand, il y a plein de fumée partout, on voit quasiment rien, on voit même plus Winona Ryder qui est complètement enfumée, on va dire. D'un coup, on a cette touffe très caractéristique qui vient découper la fumée, voilà, il y a une ombre qui jaillit comme ça qui est vraiment beaucoup plus. Non, pour le coup, pour le coup, ce plan, je trouve, fonctionne plutôt bien. Franchement, plus il monte voilà, de manière vraiment innaturelle, comme un élévateur, un peu comme ça. Pour le coup, je trouve que ce plan fonctionne vraiment bien, et je trouve que là, pour le coup, il y a un véritable jeu de rapport de force, là, pour le coup. Voilà. On a Beetlejuice qui est en noir, avec plein de pics comme ça. Les pics, enfin, de manière générale, les triangles, ça représente quelque chose de négatif, de dangereux, de piquant, de monstrueux. Ça représente un peu les griffes, les dents, le danger, tout simplement. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, son ombre est vraiment menaçante pour le coup. Et son ombre, comment je pourrais dire ça, elle surplombe sur toute la ville et on a l'impression qu'il a un contrôle total sur toute la ville et sur Winona Ryder finalement. Donc pour le coup, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Genre le plan est vraiment très sympathique. Et encore une fois, c'est assez marrant. Comme la caméra est vachement haut et en fait c'est un mur, mais on a l'impression du coup, enfin c'est un mur vertical, mais on a l'impression que c'est un mur horizontal et qu'on a filmé ça encore une fois depuis le haut d'un cercueil. Je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Non, ce plan est vraiment joli pour le coup. Voilà. Et là, on a enfin l'arrivée de la couleur verte. Et c'est pareil, ce que je trouve là, par exemple, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il est vraiment caché dans les. Encore une fois, on essaie de nous le montrer sans nous le montrer. Genre, en fait, on voit vachement bien son corps, mais il y a vachement de fumée. Et il y a des espèces de tiges métalliques vers au niveau de son visage. Donc, j'ai l'impression que c'est fait exprès de le voir sans le voir. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, il vole un peu comme ça. Non, l'effet fonctionne bien, mais par contre, ce plan, je trouve qu'il est vraiment dégueulasse, quoi. Genre, il ressemble à rien. Voilà. Je crois que ça se voit que je commence à fatiguer un peu, mais vraiment, je trouve que ce plan vraiment ressemble à rien. La lumière est dégueulasse là, par contre. Je saurais même pas dire d'où elle vient. Elle vient de gauche parce que l'ombre portée est sur la droite. Et il y en a un peu en dessous aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, légèrement, il y a de la lumière sur la gauche, ouais. Et l'ombre est vachement bleue. Encore une fois, c'est pas très beau. C'est même pas beau du tout. Et j'y crois pas du tout, quoi. Franchement, non. Et puis là, je trouve que oui, Nona Ryder, c'est une bonne actrice, mais là, je trouve que son expression est un peu étrange, quoi. Genre, pas très convaincante, on va dire. Je sais pas, ça m'a pas emballé, on va dire. Et donc ensuite, on voit écrit Beetlejuice, Beetlejuice. Et là, pour le coup, je trouve que le logo qui apparaît est pour le coup vraiment bien fait et vraiment sympathique. Genre, c'est presque limite
limite le titre, la police du titre, et le design et tout, avec les tombes et tout, limite, c'est beaucoup plus intéressant que le film visuellement. Genre, en fait, si le film avait été fait en effets spéciaux, je suis sûr qu'il aurait été plus beau. Je suis peut-être un petit peu violent, mais bon. Par contre, 2024 AD, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas très bon en anglais. Bon, je suppose que ça sort en 2024. Pour le coup, voilà, vraiment la police ici, géniale, rien à dire. Mais voilà, vous voyez par exemple là, les lumières vertes et bleues, pour le coup, elles fonctionnent beaucoup plus en effet spécial, en VFX, qu'en SFX. Enfin, je trouve, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais genre, étrangement, je trouve ça quand même vachement moins beau. Attendez, on va remettre en 100. Ouais, je trouve ça quand même, ouais, je sais pas, ouais, je trouve ça quand même moins beau. Voilà, bon. Ouais. Et donc ensuite, on a un dernier plan sur Beetlejuice, qui n'est pas beau du tout non plus. En fait, je trouve que de toute façon, les lumières baroques et de toute façon, tout ce qui est assez grotesque, je trouve que ça va pas vraiment avec les caméras numériques vachement précises, quoi. Genre, en fait, c'est con, mais de base, dans Beetlejuice, les effets spéciaux sont quand même assez mal faits, de manière générale. Ou en tout cas, c'est des effets spéciaux qui sont assez grotesques. Et donc, en fait, c'est des effets spéciaux qui sont plus simplistes, qui n'ont pas le but d'être réalistes, en fait. Et donc, le fait de filmer avec une caméra aussi précise, des effets spéciaux ou des maquillages qui sont en fait beaucoup plus expressionnistes, mais pas faits pour être filmés avec autant de précision ou avec autant de finesse, du coup, on se rend compte que c'est factice, et du coup, c'est pas forcément très beau à regarder. C'est comme là, je suis quand on voit ses yeux noirs autour, bon, c'est pas. Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas. Ou peut-être que c'est juste que justement la pellicule qui était un petit peu. Qui possédait une certaine imperfection visuelle, un petit peu comme les pixels avec les webcams ou ce genre de choses, mais peut-être qu'elle participait à l'immersion de ces maquillages ou de ces monstres ou du fantastique en fait. Voilà, elle participait à l'immersion du fantastique dans un monde beaucoup plus réel. Donc en fait, on y croyait peut-être plus. Alors que là, avec ces caméras très très précises, je sais pas, j'y crois beaucoup moins en fait à ces lumières, je sais pas, quelque chose qui me perturbe. Voilà. Bon, ce plan, voilà, il est pas très joli, quoi, je trouve. Je sais pas. Oui, et donc je vous parlais tout à l'heure des rayures, mais voilà, pour le coup, lui, voilà, il a un costume rayé. Bon, pour le coup, lui, il est rayé en vertical alors que Jenna Ortega était rayée en horizontal. Bon, voilà. Ok. Bon, bah du coup, voilà, j'ai fini cette longue vidéo, longue première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, en gros, pour faire un petit avis rapide, bah écoutez, moi je trouve que c'était un trailer assez intéressant. Bon, sur la fin, vous voyez que j'ai été un petit peu plus rapide, un petit peu plus laxiste, on va dire. Mais en gros, si je peux donner mon avis, bah, ce film m'intéresse pas des masses, j'irai le voir parce que c'est un Tim Burton et c'est Beetlejuice 2. Donc, comme quoi, ça marche, hein, finalement, le fait de faire des sequels, voilà. Mais je suis pas emballé. Je suis pas emballé visuellement par le film, je suis pas emballé par l'histoire, je suis pas emballé par le fait que ça se passe au même endroit, que ça a l'air d'être la même chose. Je suis pas emballé par le retour de Michael Keaton, même si j'aime beaucoup Michael Keaton en Beetlejuice, c'est un très bon personnage, mais je suis pas emballé par son retour. Et je ne suis surtout pas emballé par la mise en scène de Tim Burton, qui a l'air quand même assez bon. Mis à part quelques jeux de couleurs assez intéressantes, etc. Ça reste quand même assez classique. Il n'y a pas un plan qui m'a vraiment marqué, quoi. Voilà, moi je trouve que un de mes plans préférés, c'était vraiment le plan du vélo. Mais sinon, le reste, je trouve que voilà, au niveau de la photographie, c'est vraiment pas beau. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas un plan qui m'a marqué, quoi. En fait, si on savait pas que c'était Tim Burton, on aurait pu croire que c'était pas lui. C'était comme avec la fameuse série. Après, j'ai lu dans un article, je crois qu'il avait aimé tourner Beetlejuice 2 et qu'il avait pris enfin du plaisir à tourner un film parce que ça fait des années que Tim Burton bah, déjà ne tourne pas forcément et qu'il n'avait pas pris autant de plaisir et je pense que ça se ressent dans son travail. Et c'était le cas dans Wednesday, genre Wednesday, je crois que c'était lui qui avait réalisé les deux premiers épisodes et ça se voyait pas du tout. Voilà. Même celui qui venait derrière lui ou la personne, je sais pas du tout qui c'était,
la personne qui avait réalisé les quelques autres épisodes, bah, il se débrouillait mieux que. Il ou elle se débrouillait mieux que Tim Burton. Donc en fait, c'est assez triste à voir et à concevoir et à entendre. Mais c'était vraiment catastrophique, Wednesday. Bon, de toute façon, le script de Wednesday était vraiment pas bien, l'histoire était pas bien, la photographie n'était pas bien. Enfin, ouais, il y avait rien de bon là-dedans. Je trouve que c'était une série de teen ridicules. Et puis je trouve que ce que j'aimais pas non plus avec Wednesday, c'est que il y avait vraiment une incohérence entre le personnage de Jenna Ortega et l'histoire. Parce que, enfin, pour moi, le personnage de Wednesday, parce que pour moi, le personnage de Wednesday, c'est un personnage qui est morbide. Euh, c'est un personnage qui est morbide et donc qui aime bien faire du mal. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien faire souffrir. Psychopathe, quoi. Ok, faut bien rendre ça un peu public, voilà. Mais bon, ça reste quand même sa nature, voilà, ça reste quand même. Ce qui est intéressant chez son personnage, c'est qu'elle soit un anti-héros. J'en peux plus de Hollywood ou je me gratte beaucoup le nez, ouais. J'en peux plus d'Hollywood ou machin qui font des personnages, enfin qui font des films sur des personnages méchants mais qui les rendent gentils. Voilà. Comme Venom, comme tous ces tas de films, voilà, comme Wednesday, tous ces trucs là. Voilà. Joker un petit peu aussi finalement, quasiment. Bon, bref. Je trouve ça un peu embêtant de. En fait, soit vous faites un film sur des mecs gentils simplement et arrêtez de nous vendre des méchants et d'en faire des mecs gentils. Enfin, il y a une différence entre faire des il y a une énorme différence entre faire des personnages, dépeindre des vilains avec des motivations compréhensibles et dépeindre des vilains gentils. Voilà. Parce qu'un vilain gentil, c'est un gentil, pour moi. Bon, et voilà, du coup, ce que je trouve problématique avec le personnage de Wednesday, c'est qu'en fait, voilà, Wednesday, elle est censée être morbide, et dans la série, bah, elle passait son temps à sauver tout le monde, et, et en fait, même ce qu'elle kiffait, c'était résoudre des meurtres. Et moi, au début, je me disais, ah, elle aime bien peut-être résoudre des meurtres pour l'aspect morbide, en mode, bah, elle aime bien voir des cadavres ou voir des gens se faire tuer. Voilà. Mais si elle aime bien des cadavres et voir des gens se faire tuer, pourquoi elle résolverait des meurtres? Alors peut-être pour voir des cadavres, mais c'est pas logique. Genre, en fait, si t'aimes bien les meurtres, tu laisses le tueur tuer des gens. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref. Du coup, je trouvais pas ça logique. Et puis à la fin, elle sauve toute l'école et tout machin. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, Wednesday, de l'école? Moi, je vois plus Wednesday comme quelqu'un de vachement égoïste. De toute façon, elle veut pas sauver toute une école. À la limite, elle veut l'aider à la détruire, quoi. Voilà, bon, bref, j'en sais rien. Ouais, je m'écarte. Donc, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.